Donc merci beaucoup d'être là ce soir. Je suis Alice Corbet. Avec Marc-Éric Gruenet ici présent, on organise ces séminaires d'actualité. On est aujourd'hui au deuxième séminaire d'actualité sur l'année 2019-2020. Le premier ayant porté sur la dépénalisation de l'homosexualité en Afrique. Le second, c'est donc celui-là sur l'Algérie. Et je vous annonce tout de suite le troisième qui aura lieu le 19 mars, qui sera sur le Soudan et la chute de la dictature au Soudan, où on fera venir une personne du Soudan et deux personnes qui ont travaillé sur les sittings à Khartoum et les comités de quartier qui ont mené la révolution et fait chuter donc un dictateur présent depuis 30 ans au Soudan. Ça sera le 19 mars. Mais en attendant ce soir, on aime bien les révolutions, on va vous présenter donc ce sujet Algérie, la force de la rue. Alors deux mots sur qui nous sommes, Marc-Éric et moi-même, et donc le LAM, vous voyez notre logo en bas à gauche. On est un laboratoire qui est basé à Sciences Po Bordeaux, qui est un laboratoire de chercheurs, juristes, historiens, économistes, anthropologues, comme Marc-Éric et moi-même, historiens, j'ai dû dire, des politistes, etc., qui travaillent sur l'Afrique, ou les Afriques, ce qu'on appelle les Afriques contemporaines. Alors qu'est-ce que c'est en gros? C'est tout ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, que ce soit les conflits, le développement des villes, les bidonvilles forcément, mais aussi la croissance économique, les Afriques, parce qu'on s'intéresse aussi aux pays où il y a eu la traite des esclaves. On peut travailler aussi sur, par exemple, les femmes africaines qui font des allers-retours entre la Chine ou entre Londres et certains pays africains pour faire du commerce de fripes, etc. Donc c'est un laboratoire qui s'intéresse à l'Afrique contemporaine sous vraiment plusieurs angles disciplinaires et qui propose donc de temps en temps des séminaires dits d'actualité tels que celui de ce soir pour essayer de porter un peu au grand public nos travaux et donc d'inviter 3 personnes qui vont parler les unes après les autres en nous présentant pour certaines un PowerPoint. Elles parleront environ 15 minutes puisque ce qu'on aimerait bien c'est qu'après, le but du jeu, nous, c'est, si on fait ça au musée d'Aquitaine, c'est que vous puissiez poser des questions aux intervenants. Donc voilà, chaque intervenant pourra parler environ 15 minutes et à la suite de ça, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. N'hésitez vraiment pas. Alors le premier intervenant, ça ne va pas être dans l'ordre, de cette affiche. Le premier intervenant sera Mohamed Bentoul qui sera présenté juste après. Je vais juste présenter la seconde intervenante qui est donc Farida Souia, qui est docteur en sciences politiques de l'IEP de Paris, qui est chercheuse aujourd'hui au LAMES, donc c'est un laboratoire CNRS qui est basé à Aix-en-Provence. Farida a travaillé sur l'Algérie et la Tunisie, et notamment sur les migrations, sur les parcours migratoires entre ces pays, dans ces pays. Elle pourra nous en dire plus éventuellement par la suite dans les questions. Et donc, pour présenter les autres intervenants, je vais donner le micro à Marc-Éric Gruenet. Merci. Oui, bonsoir. Moi, je suis toujours très content de... Ça fait la deuxième édition que nous coordonnons Alice Corbet et moi-même. Séminaire d'actualité, on essaie de rendre compte avec des spécialistes des objets d'un certain nombre de phénomènes politiques importants qui se passent sur le continent africain. Et donc on a le grand plaisir aussi d'accueillir, Farida évidemment, le grand plaisir d'accueillir Mohamed Bentoul. Bon, il ne faut pas qu'il m'écoute parce que je vais dire des choses trop gentilles sur lui, qui est venu spécialement d'Oran pour participer à cette réunion, qui est sociologue, on travaille depuis très longtemps ensemble, en collaboration, puisqu'on travaille tous les deux sur des questions de santé, notamment. Mais Mohamed, en plus, a un passé sur ses intérêts sur le monde ouvrier. Et il a aussi... c'est quelqu'un qui a toujours été très engagé, même politiquement, mais en tant qu'intellectuel dans son pays, et puisqu'il a écrit aussi beaucoup d'articles de journaux, qui continue à écrire d'articles de journaux. Et donc, c'est un observateur engagé comme dans son pays sur ce qui se passe actuellement en Algérie. Et donc, il nous a fait le plaisir de répondre favorablement à notre invitation. Le plaisir est aussi de recevoir Jean-Baptiste Meyer, qui est directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, socio-économiste et spécialiste plutôt de l'éducation. Enfin, il y a beaucoup plutôt, notamment de l'éducation. Il travaille beaucoup sur l'éducation et sur le Maghreb, alors Maroc, Algérie évidemment, mais aussi Maroc. Et donc, il a cette vision dont il nous fera part, si j'ai bien compris, de replacer aussi ce qui se passe
Alors le mouvement social, le Hirak algérien, dans un contexte un peu plus géopolitique de la sous-région. Voilà. Donc Mohamed va lui passer tout de suite la parole pour une vingtaine de minutes. Ben, moi, je remercie d'abord les organisateurs de m'avoir invité. Ben, c'est très gentil pour parler d'un sujet qui me passionne, mais qui passionne beaucoup de gens. Je pense qu'on est tous passionnés par ce qui se passe en Algérie. Alors, juste au préalable, rappeler des dates, parce qu'il faut essayer de rappeler des dates pour qu'on ait en tête un peu les dates avant de présenter mon livre sur le Hirak. Je pense qu'il faut se rappeler les dates importantes. C'est le 10 février 2019. C'est la présentation de la candidature de Bouteflika. Ça, c'est extrêmement important. Donc, ils vont se réunir à la coupole de 5 juillet à Alger. Ils vont faire la fête. Tous les ministres sont là. La nomenclature est là. Et on va distribuer aux jeunes qui ont été transportés par des bus spécialement pour venir applaudir artificiellement la candidature de Bouteflika. Hein? Et c'est là qu'on a le mot. Il y a des mots importants. Le kachir, on va donner aux jeunes des casse-croûtes, des sandwichs de kachir. Kachir, c'est le saucisson algérien. Hein? Et ce mot kachiriste va rentrer dans le langage ordinaire des gens, puisque les kachiristes sont tous ceux qui sont proches du pouvoir, les kachiristes, le kachir. Donc, c'est extrêmement important. Donc, cette date importante du 10 février, c'est la présentation en grande pompe, d'une manière très médiatisée, de la candidature. Et une autre date importante, c'est la date du 2 avril. Je pense que c'est une date extrêmement importante. C'est la démission forcée de Bouteflika par le Hirak, grâce au Hirak, avec bien sûr l'appui du chef d'état-major qui était dans une situation chaotique. Soit c'est lui, soit c'était Bouteflika. Donc il a choisi de faire partir Bouteflika par la force en l'amenant à démissionner. Donc le 2 avril, c'est le président du Sénat qui reprend le pouvoir pendant 90 jours. Hein, c'est la Constitution qui le dit. Donc la Constitution est appliquée, celle de Bouteflika est appliquée. Ça, c'est une date importante parce qu'on aura une période très, 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 très fluctuante. Hein. Les élections sont prévues le 4 juillet, mais comme absence de candidature, comme il y a des manifestations très importantes, donc échec des élections de 4 juillet. Hein. Échec du président. Et en principe, le président du Sénat avait terminé ses 3 mois. Il devait partir. Mais comme il n'y a pas de président, il n'y a pas d'élection, il reste. Il reste. Et là, après, une autre temporalité politique importante, c'est l'élection forcée du 12 décembre. Donc le chef d'État. Et là, c'est extrêmement important, c'est qu'à partir du 2 avril, le dévoilement du pouvoir réel va se mettre en scène. C'est-à-dire que c'est le militaire, c'est le chef d'état-major qui va prendre réellement le pouvoir. Le président du Sénat, qui était président par intérim, n'avait aucun pouvoir en réalité. Et là, c'est très intéressant comment le Hirak a réussi à mettre en scène de façon explicite, de façon forte, le pouvoir réel. Alors qu'avant, il était caché. Hein, on mettait en scène une fiction civile, une fiction politique, au sens où c'était Bouteflika qui commandait, mais en réalité, il y avait un pouvoir caché. Et là, c'est les militaires, et une fois par semaine, nous aurons des discours de Qaïd Salah, le chef d'état-major. Il va parler en tant que responsable politique, premier responsable politique. Ça, c'est extrêmement important. Hein. Et ça, c'est un élément extrêmement important parce que ça montre comment le militaire va primer sur le politique et a primé sur le politique, hein, malgré le rêve d'Abd Ramdan qui, en 1956, avait demandé à ce que le politique reprenne le pas sur le militaire. Ça n'a pas porté, ils l'ont tué. Il a été tué. Donc, ça n'a pas porté. Donc, depuis 57 ans, depuis le 5 juillet 62, les militaires ont pris le pouvoir. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est le 2 avril, c'est une date extrêmement importante. Une autre date importante, le 4 juillet, l'élection n'a pas lieu, l'échec. Donc c'est une grosse victoire. Tout le monde demandait le report des élections. Il n'y a pas eu de candidature. Aucune candidature s'est présentée. Mais à partir du mois d'août, une autre temporalité importante, c'est le dialogue, la fiction du dialogue, hein, avec des courtiers du pouvoir qui vont initier un dialogue entre eux et pour eux. Hein, dans l'objectif premier, c'était d'organiser les élections présidentielles du 12 décembre.
Donc la date a été fixée de façon unilatérale, pas par le président par intérim, Ben Salah, mais par militaire. Donc il a fixé unilatéralement le 12 décembre. Et là, c'est des enjeux importants. Donc on aura le 2 avril, donc c'est la démission forcée de Bouteflika. Le 4 juillet, c'est le chèque d'élection présidentielle. Le 12 décembre, c'est l'élection présidentielle avec des candidats, candidats très proches, très proches du pouvoir de Bouteflika, très proches. Aucun candidat ne s'était opposé, historiquement, ne s'était opposé à Bouteflika. Donc nous aurons 5 candidats qui vont se présenter aux élections. Donc ça, c'est les dates, le 12 décembre, le 2 avril. Voilà, je voulais juste présenter ces dates pour qu'on ait un cadrage sur le plan temporel, parce que c'est important. Ça va avoir des effets sur le mouvement social. Hein. Donc je reviens maintenant à mon livre, Liberté, dignité, algérianité, avant et pendant le Hirak. Alors j'ai construit ce livre, je l'ai fait avec beaucoup un défi, hein, c'est un défi, pour moi c'est une victoire sur moi-même, hein, quelque part, le livre c'est une victoire sur moi-même. Donc je l'ai fait parce que, pour un sociologue, on était dans un laboratoire à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'on était fabuleux, c'est-à-dire que les 51e marches, là demain c'est la 52e marche, donc marcher, ce n'est pas simplement marcher, c'est-à-dire qu'on observait le corps des manifestants, le corps en mouvement, la gestualité des mouvements, les relations entre les manifestants, le drapeau, le drapeau c'est quelque chose de fabuleux, le drapeau, pour un sociologue c'est fabuleux, j'en parlerai dans le truc, les slogans, hein. Donc elle va en parler, mais les slogans c'est plus de moi j'ai 150 slogans, mais il y en a plus, je pense qu'il y en a plus, hein, il y en a plus. Les slogans c'est très intéressant. Hein, c'est des ressources politiques, les slogans, c'est des ressources politiques extrêmement importantes. Hein, c'est ce que j'ai appelé un patrimoine politique produit par les jeunes et pour les jeunes. C'est ça qui est intéressant dans les slogans. Donc, j'ai fait ce travail de terrain, j'observais, j'ai utilisé le voir, j'ai utilisé la mémoire, j'ai enregistré des scènes d'observation et quand je rentrais chez moi, le vendredi, je notais tout ça dans un journal d'observation et j'écrivais une chronique. Donc j'ai écrit une fois par semaine des chroniques. Le livre, c'est le produit à chaud, hein, d'un certain nombre de chroniques que j'ai fait, une quarantaine de chroniques, plus quelques articles internationaux, etc. Donc c'est ça l'armature du livre. Bon, voilà comment le livre avait été fabriqué. Hein. À chaud, oui, mais ça m'a semblé extrêmement important. Pourquoi ? Parce que ce que je disais tout à l'heure, le 8 mars 2019, il ne faut pas attendre 3 ans, on va oublier ce qui s'est passé le 8 mars 2019, c'est immédiatement noter le corps des gens, noter les gens des balcons qui nous regardaient d'en haut, comment ils nous jetaient de l'eau, la fraternité entre les gens. Donc il y avait beaucoup de choses qui risquaient de se perdre. Hein. Comme le terrorisme, il y a beaucoup de choses qu'on a perdues. On ne sait pas. Il y a encore un silence, un non-dit sur la période de la guerre intérieure des années 90. Là, c'était l'occasion pour moi de témoigner d'une période de 6 mois. Hein. Voilà. C'est le travail du sociologue de terrain, sociologue du quotidien. J'aime bien être dans le sociologie du quotidien. Voilà. Donc ça, c'est la fabrication du livre. Alors, j'ai structuré, pour être rapide, hein, j'ai structuré mon livre en 4 parties. 4 parties. La première partie, j'estimais que c'était important, avant d'engager, de parler du mouvement social, de parler avant le mouvement, avant le Hirak, avant le mouvement. Et il y a une période qui est très importante, c'est 2018, mois d'août 2018, juillet, août, septembre 2018. Et j'avais écrit des chroniques, j'avais eu la chance d'écrire. C'est une période très importante. Pourquoi elle est importante ? C'est l'exacerbation des luttes de clans durant cette période. Des généraux vont être limogés, on va mettre d'autres généraux. Il y a un changement terrible, donc c'est une période extrêmement intense. Mais de façon plus générale, donc je vais monter en généralité, c'est que le politique, au sens des politologues, hein, je pense. Le politique, ce n'est pas la politique, c'est le politique. Le politique, c'est important, c'est le système. Ce qu'on appelle le politique, c'est la façon d'instituer une société. Comment le système algérien a institué une société ? Parce qu'il a façonné un ensemble d'institutions, il a façonné des pratiques dans la société. Hein. La société, elle n'est pas née, ce n'est pas une donnée qui vient en global, elle est reconstruite, refaçonnée par le politique. Hein. Donc ce que je montre dans cette partie, c'est la violence du politique en Algérie, la violence symbolique du politique qui va jouer un rôle extrêmement important. Hein. Qu'est-ce que j'entends par violence ? La violence, c'est-à-dire que c'est la détention
d'un régime de vérité, pour reprendre Foucault, régime de vérité, c'est-à-dire que c'est la certitude que nous avons gagné, que nous avons le pouvoir. Et ce pouvoir s'est construit autour de 3 éléments. C'est la ruse, il y a beaucoup de ruse dans le pouvoir. La ruse est importante, on va ruser avec les gens. Hein. La ruse, c'est la prédation, elle va un élément fort dans la construction de ce politique, le politique, hein. Et la force a été indéniable. C'est-à-dire que le droit existait bel et bien. Formellement, nous avons des textes extrêmement importants, des constitutions de 2016. La constitution, elle est récente, 2016. Mais les 3 éléments vont structurer cette violence. La force, la prédation et la ruse vont être des éléments importants. Donc je montre dans cette partie, hein, comment, au fond, et le statu quo. Ça, c'est un élément qui m'a toujours intéressé. Le statu quo, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est ce que le pouvoir a appelé la continuité. Restons comme nous sommes. Mais nous sommes bien. Que voulez-vous? Vous avez du pain, vous avez du lait, vous avez tout. Qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas il y a un ministre de l'enseignement supérieur, j'avais répondu dans un article, nous n'avons pas, l'Algérie n'a pas besoin de prix Nobel. On n'a pas besoin de prix Nobel. Hein? Il a dit que vous ayez 17 au bac ou 10 au bac, c'est la même chose. L'essentiel, c'est d'avoir le bac. Vous voyez, c'est ce niveau de médiocrité institutionnalisée qui est très fort, qui va s'ancrer dans l'institution universitaire, dans l'enseignement. Hein. Et ça, le statu quo, c'est pervers, le statu quo. Pourquoi c'est pervers? Parce que ça reproduit à l'identique le système politique. Hein. Et le pouvoir parlait de continuité, hein, de stabilité. Et ces notions, il faut les déconstruire. Pour un sociologue, il faut les déconstruire. Toute société n'est jamais stable, ce n'est pas vrai, il n'y a pas de stabilité dans une société, il y a toujours des conflits implicites. Mais l'Algérie n'a jamais reconnu le politique comme antagonisme, comme conflit. Or, le politique, c'est un antagonisme, c'est un conflit entre différentes forces sociales, différents plans. Or, ça n'a pas été reconnu. Donc, cette première partie m'a semblé importante de reprendre, parce qu'elle va jouer, elle est un élément fort dans l'émergence du Hirak, hein, un élément fort. Hein. Le patriarcat politique, la violence politique vont être très forts. Hein. On traitait les gens comme c'était des sujets obéissants. Hein. Il fallait obéir, hein, ne pas être citoyen. Et dans le livre que j'avais écrit en 2018, c'était effectivement ça, c'était l'absence de citoyenneté. Donc c'est 1 an avant le Hirak, hein. C'était prémonitoire en montrant que la citoyenneté n'existait pas. Moi, je n'ai pas travaillé sur ça, je travaille sur la santé. Mais cette notion de citoyenneté, elle a émergé à partir de mes travaux sur la maladie, sur la santé. L'errance thérapeutique des malades, la fragilité des interactions, le je m'en foutisme, le mépris institutionnalisé. Tout ça m'a dit, je dis, il y a un problème sérieux de citoyenneté. Donc je ne suis pas politologue, je suis socio-anthropologue, sociologue plutôt, hein, et fier de l'être sociologue. Hein. J'ai toujours été sociologue du travail, du quotidien. Mais cette notion de citoyenneté a émergé à partir de mes 30 ans de travaux sur la santé. Donc elle n'est pas venue par hasard. Elle est venue à partir du réel. Hein. Donc c'est une approche socio-anthropologique de la citoyenneté, pas une approche en sciences politiques. Ce n'est pas le droit, les droits, les devoirs. Non, la citoyenneté comme reconnaissance sociale et politique de la personne. Et ça, c'est extrêmement important. Or, il n'y avait pas de reconnaissance. Hein. On reconnaissait que nos amis, c'était l'entre-soi. Hein. Le pouvoir a fonctionné dans l'entre-soi, entre familles. Hein. Et ça va se répercuter dans les pratiques quotidiennes en Algérie. Le capital relationnel fait partie d'une norme pratique. C'est une norme pratique. Le matin, vous vous levez, si vous devez aller voir chez le médecin, vous dites, est-ce que je connais quelqu'un? Hein. Donc l'anonymat était refusé. C'est-à-dire, être anonyme dans une institution, c'est que vous n'avez pas votre place. Est-ce que je connais quelqu'un? Donc les relations personnalisées vont jouer un rôle important. Donc, on n'était pas dans une bureaucratie à la weberienne, rationnelle, impersonnelle. Non, c'est une bureaucratie, on pouvait passer au travers. On pouvait passer au travers pour essayer d'accroître ses ressources financières, etc. Et la prédation, c'est ça aussi. Hein. Je connais le directeur de banque, il connaît le ministre, je téléphone, etc. J'ai un prêt bancaire immédiatement. Mais si un anonyme va demander un prêt, il faut courir pour avoir un prêt bancaire. Donc, vous voyez, c'est cette bureaucratie difforme. On peut zigzaguer, naviguer, hein, selon notre capital relationnel. Voilà. Donc ça, c'est
ça, c'est une première partie qui m'a semblé importante, ce que j'ai appelé l'incivisme des acteurs politiques. Il y a eu de l'incivisme. Hein. Par exemple, les clans, le président de l'APN n'a pas pris position donc, pour le 5e mandat, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer son bureau, on va mettre des cadenas, les députés qui étaient pro-Bouteflika vont venir, ils vont fermer le bureau, ils ne vont pas laisser rentrer. C'était la force. Et le président de l'Assemblée populaire nationale n'est pas rentré dans son bureau. On attendait ah oui, c'était vraiment, et c'était 2018. C'était pour ça que j'ai parlé d'incivisme politique, et c'est effectivement, on parlait les gens sont inciviques. Non, là il y a un incivisme politique. On construit à travers la fermeture de la porte, à travers des cadenas. On a mis le cadenas et on a fermé la porte, on ne l'a pas laissé rentrer. Hein? Donc cette partie est très importante. Elle montrait comment déjà ils n'étaient pas d'accord sur le futur président. Donc c'est pour ça que le 5e mandat, c'était la seule alternative qui restait. Allons-y pour Bouteflika, puisqu'on n'est pas d'accord, allons-y pour Bouteflika. Et ça, voilà. Hein? Donc, je vais aller vite. Alors, la deuxième partie, c'est le désir de citoyen, ce que j'ai appelé le désir. La notion de désir, elle est importante chez les gens. Quand vous voyez les gens marcher, le corps en mouvement, c'est pas, les gens ne sont pas en colère. Les gens montrent leur détermination. Il y a un corps en mouvement. Ce que j'ai appelé, au sens de Spinoza, le désir. Et le désir, c'est plus que de la volonté. C'est une puissance. C'est une modalité du changement. Nous voulons le changement. Et l'un des éléments forts, c'est précisément dans cette partie, j'essaie de montrer qu'il y a 3 choses qui sont importantes. Les affects ont joué important dans le mouvement social. Les affects, quand on a été humilié, c'était un affect négatif. Les gens vont transformer cet affect négatif en affect positif, pour reprendre Spinoza. Hein. Et l'un des affects positifs forts, c'était le désir de changement. Hein. Nous ne voulons plus être comme nous sommes. Hein. Et ça, c'est un élément fort. Ça, c'est premièrement les affects. Deuxième élément important, c'est l'exigence radicale. C'est plus qu'une revendication. Hein. Les gens étaient dans l'exigence. Et l'exigence, c'est-à-dire, c'est un slogan extrêmement important qui a mobilisé les gens. Il est simple, il est original, il est radical, mais il a nourri les manifestations. C'est-à-dire que, et c'est un jeune algérois, c'était la fête, Bouteflika venait de partir, il a dit non, tous, vous enlevez tous. Et c'est comme ça que le slogan a été construit. Hein? Donc c'était très intéressant. Donc voilà, je vais partir rapidement. J'ai combien de temps encore? 5 minutes? Hein? Alors, la troisième partie, je parle des jeunes. Hein? Voilà, la troisième partie, je parle des jeunes. Et le mouvement social a été porté essentiellement par des jeunes. Hein? Mais ces jeunes avaient une expérience sociale dans leur quartier. Donc ils ont investi leur expérience sociale. Je dis qu'il y a une créativité, un humour et une détermination des jeunes. Hein? Donc, et ce qui est intéressant, c'est que tout ce que disait le pouvoir sur les jeunes était faux. Les jeunes qui ne travaillent pas, les gens qui veulent partir à l'étranger. Or, les jeunes ont démontré par le pacifisme qu'ils pouvaient être pacifiques et qu'ils pouvaient ne pas être violents. Mais il ne faut pas oublier que l'histoire de l'Algérie, les supporters algériens qui existaient depuis des années, hein, ce n'est pas nouveau, hein, ont joué un rôle majeur dans la contestation du 22, parce qu'ils avaient une expérience dans les stades. Et cette expérience a été reproduite, ça c'est important. Et enfin, la 4e partie, je reviendrai dans le débat, hein, la 4e partie, c'est les multiples détournements du pouvoir. Je montre comment, au fond, la répression va être forte, la détention des manifestants. On est encore aujourd'hui plus de 150 détenus. Hein. Il y a aussi l'idée de censure des médias. Toute la presse a été instrumentalisée. Elle est au service du pouvoir. Et enfin, l'imposition par la force d'une élection présidentielle. Je montre les stratégies du pouvoir à l'égard du mouvement. Et je vous remercie. Je m'excuse. J'ai dépassé le temps. Merci beaucoup.
On est sévère avec le temps, mais parce qu'on tient à ce que vous posiez des questions. Mais je suis sûre qu'on va revenir. Je suis sûre qu'on va parler football. Je suis sûre qu'on va parler slogan, qu'on va parler plein de choses par la suite. On aura le temps pour ça. On va donner la parole. Peut-être que vous pouvez changer de chaise. On a juste sans se prendre dans les fils. Non, je pense que voilà. sinon, ça va okay. Ouais. Bah, il suffit de le mettre en diaporama pour que ce soit encore plus beau. Alors. Voilà, c'est là. Et donc on va donner la parole à Farida Souya qui va nous présenter, nous parler des slogans, nous parler peut-être un peu de musique, etc. Donc c'est parti pour 15 minutes. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être là, merci de m'avoir conviée, notamment parce que j'ai la chance de partager la scène avec Mohamed, qui est aussi un ami de la famille, puisque étant une pomme qui tombe pas de très loin de l'arbre, je suis non seulement oranaise, mais aussi fille d'universitaire, cousine d'universitaire, etc. Tout d'abord, en préambule, peut-être pour situer un peu plus ma parole, je suis algérienne oranaise, je vis à Marseille, là où je travaille, et mon travail de recherche, notamment ma thèse de doctorat que j'ai conduite de 2009 à 2014, était consacrée à la question des haragas. Je parlais à la fois, j'essayais de travailler sur la question du désir migratoire et des parcours migratoires. Je fais une science politique assez proche de la sociologie des migrations, mais aussi sur la question de l'introduction d'un délit de sortie illégale dans le droit algérien et son impact, notamment le procès collectif de jeunes qui étaient arrêtés. Et dans le cadre de ce travail de thèse, notamment lorsque je parlais avec ces jeunes dans un terrain que j'ai surtout mené à Oran et à Mostaganem, sur pourquoi ils voulaient partir, j'analysais notamment leur rapport à la politique, à la contestation, à la mobilisation, à leurs expériences passées de mobilisation. Quand le 10 puis le 22 février ont commencé, comme beaucoup d'Algériens qui vivent en France, c'est vrai qu'il y a eu un moment, d'ores et déjà des rendez-vous dominicaux qui se sont tenus dans beaucoup de villes françaises. Il y a eu une mobilisation à distance, puisqu'il y a une citoyenneté à distance aussi. Et puis comme beaucoup, l'envie de repartir, ce que j'ai pu faire, notamment, moi ma première manifestation, c'est celle dont tu parlais, celle du 8 décembre, et donc j'essaye de revenir de façon régulière. Et j'ai un regard un peu décentré, puisque c'est vrai que beaucoup de travaux là, ou de terrain qui sont menés sur la mobilisation, ou beaucoup d'écrits portent sur Alger. Moi aussi, les seules manifestations auxquelles j'ai pris part, sur les 40, avec une expérience pas du tout comparable à celle de Mohamed, puisque sur les 52 demain, vendredi de manifestation, j'ai dû être à Oran une douzaine de vendredis seulement. Ensuite, c'est plutôt par les réseaux sociaux et par les entretiens avec les acteurs que j'ai mené mon travail. Et c'est pas mon travail que je vais vous présenter. Là, les deux articles que j'ai écrits sur le sujet qui sont pas encore parus, mais c'est plutôt sur la question des haragas dans les chants et slogans contestataires, sur les dispositifs de mobilisation. Et puis l'autre, c'était sur le rapport des jeunes que j'avais d'ores et déjà suivi en 2011, qui avait grandi, tout comme moi d'ailleurs, entre-temps, et leur rapport à ce mouvement de contestation, sur s'ils ont pris part, pendant combien de temps, et pourquoi ils ont arrêté d'y prendre part, puisque la plupart d'entre eux ne se déplaçaient plus les vendredis lorsque j'ai fait mon terrain. Mais dans ce processus de récolte de chants et de slogans contestataires qui parlaient de migration et de harga, je rencontrais plein d'autres choses, et je me suis dit que j'allais profiter de cette occasion, vous étant l'occasion, pour essayer de m'essayer à autre chose, et donc là, et de placer en fait, ou plutôt replacer les revendications et les slogans par rapport à quelque chose qui peut être un peu incompris du point de vue de l'extérieur et peut-être un peu incompris du point de vue de la France, ou peut-être un petit peu plus frustrant du point de vue de la France. Alors, surtout quand on voit les analyses journalistiques. Tout d'abord, la question qui s'est posée et en prenant au sérieux les slogans et les chants et les paroles de contestataires, c'est la volonté de ne pas être comparé et de ne pas être comparé à la séquence protestataire qui a commencé en 2011, qui a eu des fins plus ou moins heureuses, notamment en Tunisie, mais qui a eu aussi des fins désastreuses, notamment en Syrie. Et donc, notamment quand le pouvoir politique algérien a voulu secouer le spectre du chaos et de la guerre, avec la parole de Ahmed Ouyahia, qui était alors Premier ministre, qui dit « En Syrie aussi, ça a commencé avec des roses », eh bien, la rue a répondu « Nous ne sommes pas la Syrie ». Il y a eu aussi une volonté de se dissocier, en l'affirmant aussi dans les slogans, de la trajectoire égyptienne, avec des jeux de mots. Hein. C'est aussi ça le brio de la parole contestataire, c'est que pour Pierre, en fait, contester
c'est chercher aussi à communiquer un message, mais aussi à créer de l'assentiment, et l'humour et les jeux de mots, ça peut permettre d'accéder à ça. Et donc, pour ceux qui parlent l'arabe, une assemblée constitutionnelle, et le nom de El-Sisi, on fait des jeux de mots sur cette question-là pour dire que ce qu'on veut, c'est une assemblée concluante, qu'on ne veut pas une trajectoire égyptienne et qu'on ne veut pas une Algérie à la Sisi. Peut-être si, en termes de comparabilité, s'il y a peut-être une exception, c'est l'exception tunisienne. Je ne sais pas si la vidéo va marcher. Là, c'est une vidéo que j'ai captée sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Twitter de Khaled Drerini, qui est un journaliste citoyen aussi, qui couvre depuis Alger majoritairement les mobilisations. Donc, ce qu'ils sont en train de dire, ces manifestations, ces félicitations à la Tunisie après le scrutin présidentiel, qui est considéré comme un succès, alors que dans la rue algérienne, à ce moment-là, on dit cette année, nous ne voterons pas, on est un refus de l'élection, parce que ce qu'on refuse, c'est pas l'élection, ce qu'on refuse, c'est une élection qui n'est pas transparente, où il n'y a pas réellement de choix politique qui est donné aux personnes. Mais donc, l'exception en fait de cette question de la Tunisie, on refuse d'être comparé. Et l'autre élément qui est très important à comprendre, c'est celui de ce qu'on appelle l'ingérence, la main de l'étranger dans le discours politique algérien, et pourquoi toute prise de parole depuis l'extérieur est malvenue et mal accueillie dans le contexte algérien. Ce qu'il faut comprendre, et notamment lorsqu'on s'inscrit dans une sociologie des mobilisations collectives qui est attentive aux dimensions cognitives, au cadre, c'est qu'on considère qu'un mouvement social, c'est une lutte pour du sens. Et une lutte pour du sens, c'est une lutte pour de la légitimité. Et que les acteurs essayent de se délégitimer les uns les autres pour porter leur message. Et l'un des éléments de délégitimation, l'un des lignes en Algérie, c'est qui sont les nôtres et qui sont avec les autres. Et le pouvoir, pour aussi amoindrir et nier la mobilisation, a tendance en Algérie, là, dans cette séquence protestateur, mais aussi en 2011 et aussi auparavant, de dire quand il y a de la contestation, c'est manipulé depuis l'extérieur, c'est un complot depuis l'extérieur, etc., etc. Et là, on a donc, dans les slogans contestataires, la litatril, non à tout intervention, mais on a un refus de tout type d'intervention. Donc là, on a quelque chose qui parle, par exemple, dans la pancarte du haut, des Émirats, de l'Arabie Saoudite. Donc on est dans un cadre plus large. On a aussi le Proche-Orient en tête. Là, on parle aussi de la France, et là, on dit c'est le peuple qui décide. Là, c'est pour le coup une pancarte oranaise du 8 mars que j'ai photographiée. On voit plein de drapeaux différents, que ce soit de l'Union européenne, Daesh, etc. Donc, point de vue extérieur, si vous ne vous placez pas du point de vue des acteurs et du cadre politique algérien, comment ose-t-il mettre l'Union européenne et Daesh sur le même titre en barrant les deux? Eh bien, c'est parce que du point de vue de l'intérieur, il y a une parole qui dit le mouvement social est manipulé depuis l'extérieur, et donc affirmer une non-allégeance à l'extérieur et la non-bienvenue de toute intervention depuis l'extérieur est bonne et l'une des dispositifs de mobilisation. Là, vous l'avez peut-être vu dans la pièce française. Donc la première prise de parole de Emmanuel Macron, elle est du 11 mars. Qui est juste après que Bouteflika ait décidé de ne pas se représenter, donc il n'avait pas encore démissionné. Et là, à cette prise de parole, tout le monde dit bien, occupe-toi de tes gilets jaunes, c'est pas tes affaires, etc., etc. Et donc on voit Macron apparaître comme une figure oppositionnelle en disant même une prise de parole faible diplomatiquement, la diplomatie c'est aussi du symbolique et de la prise de parole, est malvenue depuis la France. Et là on voit quelque chose d'assez intéressant, c'est dans les médias français. Moi j'étais fascinée sur la prose d'opposition des journalistes qui étaient là, mais genre mais pourquoi on n'a rien de dire? Est-ce qu'on a le droit de dire quelque chose sur l'Algérie? Qu'est-ce qu'on a le droit de dire sur l'Algérie? Donc là je vous ai mis quelques-unes que moi je trouve assez parlantes. Algérie, le silence embarrassé de la France, accusée d'ingérence par le pouvoir et la rue. Et donc cette question-là de par le pouvoir et la rue, elle est intéressante. Algérie, le dilemme de la France, on va savoir ce que ça veut dire. La France a-t-elle un mot à dire sur l'Algérie? Crise en Algérie, la France attentive mais bridée dans sa relation complexe avec son ancienne colonie, etc., etc. Et c'est parce que historiquement, dans le paysage politique algérien, et en raison de l'histoire coloniale, de la guerre d'indépendance, mais aussi de l'histoire politique
ensuite de l'Algérie, il y a une forme de dichotomie. Et là aussi, c'est une photo prise à Oran. Par exemple, là, on dit là, les Hizb França, non au parti de la France. Et le parti de la France, c'est ceux qui sont avec les Français. C'est une modalité de décrédibilisation de certains acteurs dans le paysage politique algérien, qui est utilisée à mauvaise et à bon escient selon les cas. Mais on voit qu'il y a un univers de sens qui se déploie autour de la nation, et seuls les gens qui appartiennent à la nation ont le droit de s'exprimer et d'être acteurs politiques dans cette nation-là. Quelque chose qui, par exemple, dans d'autres mondes politiques ne pourrait pas être bienvenu. En Algérie, par exemple, à Oran, c'est très difficile pour un étranger d'aller prendre part à une manifestation. Il va être arrêté tout de suite, et les gens vont pas se dire bon finalement si c'est pas grave, il peut être de n'importe quel pays, il a le droit de se mobiliser ici. Alors qu'en France, on vous demande pas vos papiers quand vous êtes en train de manifester, combien même vous manifestez contre le pouvoir politique en place, etc., etc. Là, on a une notion très forte que c'est, enfin si on peut vous demander vos papiers, mais pas pour la même raison, quoi, pas pour vérifier votre francité. Alors, l'autre élément, c'est de dire que cette parole-là de l'ingérence, on la retourne aussi contre le pouvoir. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent de cette scène-là, mais dans un média proche de la Russie, qui est Russia Today, il y a eu une scène qui a été diffusée où on voyait Ben Salah, qui était alors président par intérim, parler à Poutine et le rassurer en lui disant finalement, il ne se passe rien en Algérie, tout est sous contrôle. Et donc, tout de suite après cette séquence-là, eh bien, la rue répond et met des histoires, met en avant la complicité de l'Algérie avec la Russie, disent c'est vous la main de l'étranger, c'est vous qui vous laissez manipuler par l'étranger, c'est pas la rue qui est manipulée. Ou encore cette caricature de Nîmes qui est oranais comme nous, mais qui en plus a été, je pense beaucoup de vous le savent, mis en prison pour l'un de ses dessins qui était celui du couronnement de Gaïd Salah à Tebboune, qui était assez prémonitoire d'ailleurs cette photo. Donc on voit par exemple là la main de l'étranger. Il faut que j'arrête. C'est vous. 3-4 minutes. Ok. Nous, c'est le peuple algérien. Donc peut-être que je vais arrêter sur la question des dispositifs de sensibilisation et essayer de prendre un petit peu de recul par rapport à ces éléments-là. Et juste pour vous dire que, en fait, diplomatiquement, vous savez que les États réagissent à ce qui se passe dans d'autres pays. Hein, ça fait partie des règles du jeu. Parfois, ils réagissent très mal. Je pense aussi que la France porte diplomatiquement presque un trauma de son erreur dans la séquence protestateur tunisienne. Vous vous rappelez tous que Michel Alliot-Marie a proposé les services de l'ordre français pour contenir la mobilisation. Donc là, on a des hésitations. Et finalement, moi, d'un point de vue analytique, et peut-être, je me dis, c'est intéressant de se départir d'une définition de ce que c'est l'ingérence du point de vue juridique. Alors là, on n'est pas dans une ingérence du point de vue juridique du droit international quand on fait juste une prise de position. Mais par contre, dans la réalité politique algérienne, alors qu'on est avec des acteurs qui sont en quête de légitimité et qu'il y a des tentatives de discréditer de façon continuelle le mouvement, et surtout dans la dernière séquence protestataire, ça veut dire que l'état-major, par les discours de Gaïd Salah, que Mohamed a mentionné dans sa présentation, à un moment a fait plutôt une récupération en disant nous aussi on est avec le peuple. Il a repris cette rhétorique du gang, de la Issaba, etc. C'est solidarisé de la lutte contre la corruption, etc. Puis dans la dernière séquence, et notamment après août, alors que la rue insistait encore pour l'absence de l'échéance électorale du 12 décembre, là on change progressivement de discours pour dire c'est la déstabilisation, c'est le chaos, etc., etc., avec aussi une nouvelle phase en termes de répression que Mohamed a mentionné, une accentuation de la répression dans la dernière phase, avec des dispositifs inventés. Le droit est assez flou pour permettre d'eux arrêter avec des tribunaux qui vont avoir des pratiques différenciées. Vous savez notamment qu'on décide que, par exemple, porter le drapeau amazigh est interdit, alors qu'il n'y a pas de base légale pour l'interdire. Et comme il y a dans le droit algérien quelque chose qui est de l'insulte à corps constitué, que ce soit le président ou l'armée, et qu'est-ce qui constitue insulte? C'est quelque chose d'assez assez vaste, finalement, pour pouvoir être instrumentalisé à des fins politiques. Et les procédures juridiques, et là peut-être que je vais m'arrêter là-dessus, vont différer de façon très grande selon les personnes, selon les juridictions, avec parfois de la comparution immédiate, parfois des personnes qui sont relaxées juste avant de pouvoir d'avoir fait l'ensemble de leur peine, etc. Donc on est sur une stratégie du maintien de l'ordre
qui est une stratégie répressive, qui certes n'est pas répressive comme ça l'est dans le paysage français actuellement. Alors vous savez, il y a aussi des mouvements sociaux et de la contestation en France. En Algérie, on pourrait se dire, mais attendez, ça fait beaucoup moins de blessés, il y a moins d'éborgnés, il y a moins de... etc. Mais on est sur un maintien de l'ordre répressif, et surtout le fait qu'il y ait un flou fait que les gens se censurent et s'autocensurent. Là, je suis en train de faire une série d'entretiens avec des caricaturistes et des dessinateurs politiques algériens pour un autre petit projet. Et on voit que beaucoup me disent, je dessine des choses que je n'ose pas publier, parce que je ne sais pas si ça va passer. Et le régime algérien, sa répression, elle fonctionne aussi comme ça. On ne sait pas si ça passe. Des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Et c'est ce flou-là qui est aussi resserre en fait l'espace politique. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. On va peut-être... Oui, voilà, on va vous laisser le temps. C'est passionnant, encore une fois. On pourra revenir dessus, éventuellement remettre certaines diapos ou un peu plus la vidéo par la suite. Voilà, pendant qu'on fait la technique, j'en profite pour remercier bien entendu le musée d'Aquitaine qui nous accueille ici, l'homme invisible qui s'assure que les micros marchent et qui est aussi derrière pour que tout se passe bien. Donc merci beaucoup à toute la technique qui est derrière. Et on va donc vous présenter notre troisième intervenant. C'est parfait, c'était en 15 minutes 58 secondes. Mais il n'y a pas de record à battre. Hein. Prenez comme non, mais comme ça, on aura le temps de poser plein de questions par la suite. Et qui va nous parler de son sujet, donc le mouvement algérien, indicateur social mondial, pour ouvrir un petit peu des horizons à tout ce sujet. Ça tombe. Bonsoir à tous déjà. Ça tombe très bien que j'ai peu de temps parce que comme ils ont déjà tout dit, bien sûr. Alors, beaucoup d'analystes se penchent sur les aspects politiques de ce mouvement algérien actuel. Moi, je le vois plutôt comme un mouvement d'abord social, et je constate que le mouvement social de protestation, il est planétaire. Il est donc très virulent en Algérie, mais on en a des résonances dans de multiples pays du monde, et c'est de ce point de vue-là que j'ai voulu regarder la question. Quels sont les éléments un peu transversaux qu'on peut trouver aux protestations algériennes avec d'autres pays. Vous avez vu que en même temps, exactement en même temps, ou un petit peu avant, ou un petit peu après que le Hirak ne se déclenchait en Algérie, le Soudan se soulevait, l'Égypte l'a fait il y a quelques mois, le Liban a commencé son mouvement aussi 6 mois plus tard, l'Iran, l'Irak, pour ne parler que de pays arabophones ou proximité. Mais dans d'autres régions du monde, on pense à Hong Kong bien entendu, on pense au mouvement latino-américain très récent, le Chili, l'Équateur, le Pérou, l'Argentine. Bref, on a une espèce de flambée de mouvements de protestation sociale dont on s'interroge sur les fondements, et je crois que l'Algérie nous offre des clés d'interprétation. J'ai voulu en relever 3, et sur 3 pays. 3 transversaux à ces 3 pays. Les 3 pays sont l'Algérie bien sûr, le Liban et le Chili. Et les 3 questions, les 3 axes sur lesquels je voudrais les mettre en comparaison, ce sont l'importance de la population étudiante dans ces 3 pays, également la revendication et l'affirmation d'une identité nationale à travers les mouvements, et enfin l'émergence d'un activisme féminin tout à fait remarquable et inédit. Alors je passe rapidement sur le premier, la population étudiante. Souvent on a évoqué justement sur les printemps arabes l'émergence de la jeunesse, et que c'était un phénomène de la jeunesse. Et il y a même le bien connu Samuel Huntington, celui du clash des civilisations, n'est-ce pas, qui a montré que, en fait, les pays arabes n'étaient pas particulièrement turbulents. Simplement, leur animation autour de 2010 était liée à un pic démographique avec une jeunesse proliférante et qui était donc en mal de civilisation et qui se manifestait parce qu'elle était jeune principalement. Et on voyait dans cette protestation du tournant des années 2010 simplement la manifestation démographique de la jeunesse. En réalité, quand on voit ce qui se passe, c'est moins la jeunesse pour être seulement jeune, c'est une jeunesse bien souvent qui est passée par l'université pour une partie significative d'entre elles, et de plus en plus significative.
On le voit par exemple pour l'Algérie, où cette jeunesse est devenue, s'est scolarisée au niveau universitaire de façon tout à fait prégnante à partir des années 2000. Et on le voit aussi pour des pays comme le Chili ou le Liban, où cette population d'étudiants a cru considérablement. Ce qu'on peut voir du point de vue, je vous ai juste amené quelques chiffres pour que vous ne retourniez pas sans quelques statistiques, mais elles seront très brèves et il n'y aura pas qu'elles. On voit la croissance du taux de la population étudiante, le taux de recrutement de l'enseignement supérieur, d'inscription dans l'enseignement supérieur pour les 3 pays du Maghreb et l'Égypte également. Les 3 grands pays d'Afrique du Nord, les 4 grands pays d'Afrique du Nord se manifestent par une croissance de leur population étudiante, principalement l'Algérie en bleu. Vous voyez l'Algérie en bleu à gauche, c'est sur les 6 ou 7 dernières années. Hein. Vous avez l'Algérie en bleu, le Maroc en gris, l'Égypte en orange et en jaune, c'est la Tunisie. La Tunisie qui a stagné justement à partir des années 2010. Et en revanche, vous voyez que la croissance algérienne est massive. Il y a eu des sociologues français qui ont associé, et parmi les plus éminents, Pierre Bourdieu et Luc Boltanski par exemple, qui ont lié l'apparition de mai 68 en 68 à cette croissance massive des effectifs étudiants dans la France de l'après-guerre et dans les 30 glorieuses, cette espèce de phénomène d'universitarisation massive qui amène à une population jeune certes, mais surtout capable de se réunir, d'entrer dans des processus associatifs, de dédier du temps à la protestation sociale, également ouvrant sur une conscientisation politico-sociale, idéologique et intellectuelle à travers ces formations auxquelles elle a accès. Donc il y a tout un lien entre l'émergence d'une population étudiante et celle des mouvements sociaux qui peuvent en résulter. On a, sur le cas algérien, plus précisément, la massification, là c'est sur les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, 2017, disons que c'est la fin de la courbe que vous voyez à gauche, la croissance des effectifs étudiants. On passe, multiplié par 4 en l'espace de 20 ans, hein, on passe de quelques 400 000 au début des années 2000 à quasiment 2 millions aujourd'hui. Et à droite, c'est la participation des femmes dans tous ces milieux universitaires, avec à la fois donc, celles qui s'inscrivent à l'université, c'est la courbe bleue, celles qui en sont diplômées, c'est la courbe jaune en haut, celles qui sont au niveau doctorat, c'est la courbe rouge au milieu, et celles qui sont au niveau de l'enseignement, et qui sont donc le staff universitaire d'aujourd'hui, c'est la courbe grise. Ce que montrent ces chiffres, c'est des pourcentages bien entendu, avec, vous le voyez, les femmes sont devenues en l'espace de 20 ans, majoritaires dans le système de l'enseignement supérieur, à l'exception, bien entendu pour l'instant, c'est le plafond de verre qui pèse sur elles, de la profession elle-même, puisque pour l'instant, à tous les autres niveaux, elles sont devenues majoritaires, y compris dans les étudiants post-grade, c'est-à-dire les doctorants. Alors, ce que cette féminisation nous fait déboucher sur la question de l'emploi. Finalement, qu'est-ce qui se passe après ces études, cette massification étudiante, maintenant plus de 50% qui sont dans l'enseignement supérieur? On constate dans tous les pays qu'on évoquait tout à l'heure, les grands pays d'Afrique du Nord et le Liban, par exemple, qui se trouve au milieu, on constate pour tous ces pays un chômage des jeunes très massif, hein, c'est celui qui est en gris, et un chômage des jeunes femmes en particulier, qui est particulièrement donc un chômage qui frappe particulièrement les jeunes, mais particulièrement les jeunes femmes. Bien entendu les femmes en général, mais les jeunes femmes en particulier. Donc on a là un phénomène d'exclusion sociale majeur et qui n'est pas sans résonance avec l'investissement militant, activiste des femmes dans les mouvements considérés.
On a, je ne peux pas vous montrer les chiffres pour tous les pays, mais on a des choses donc équivalentes entre les pays les 3 pays que je mentionnais, l'Algérie, le Chili et le Liban. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est celui de l'identification nationale. En participant au Hirak à différentes reprises, on ne peut, moi personnellement, mais ceux avec qui j'ai pu en discuter, on a tous été frappés par la prégnance des symboles de la nation. Et le drapeau en particulier, il y a une floraison de drapeaux dans les manifestations algériennes qui est absolument impressionnante, et des drapeaux qui peuvent avoir des tailles considérables. C'est pour ça que j'ai pris ces photos où elles sont les plus importantes. Ces grands envolées de tissu au-dessus des têtes, et des têtes, comme vous le voyez, très jeunes, bien entendu, qui sont impressionnantes. Par exemple, là, il y avait cette espèce de longue banderole de plusieurs mètres de large et plusieurs centaines de mètres de longueur sur l'ensemble de la rue d'Idouche Mourad, avec dessous toutes les wilayas qui étaient représentées, et une exhibition des couleurs nationales tout à fait effarante. C'est la même chose sur les gens qui se vêtissent d'étoffes aux couleurs de l'Algérie. Vous voyez ici un grand-père avec sa petite fille qui, elle, porte le hijab, mais le jeune homme à côté, et qui est aussi de sa famille, qui est enveloppé dans le drapeau national. Alors là, on a ce qu'évoque des images comme celle-là, c'est un commentaire juste à côté de ces drapeaux, nos verts, puisque c'est la couleur de l'équipe de la sélection de football de l'Algérie, nos verts s'approchent de la finale. C'était la Coupe d'Afrique qui se jouait en ce moment, c'était la demi-finale. Nos verts s'approchent de la finale, nos rêves s'accrochent à l'unité nationale. Il y avait là toute une symbolique extrêmement amusante, légère et en même temps profonde de l'identification nationale. Ce qui est amusant, c'est qu'on la retrouve exactement la même au Liban. Là, c'est des photos prises par une des personnes avec qui je travaille sur le Liban, une jeune Oranaise d'ailleurs, qui fait ses études à Beyrouth. Il n'y a que des Oranais dans la salle ce soir, mais ce sont les meilleurs. Donc, elle a pris ces photos des manifestations à Beyrouth, et vous voyez l'exhibition du drapeau libanais à l'identique de ce qui se faisait en Algérie. Alors c'est aussi la place des Martyrs, hein, qui existe également à Beyrouth, et c'est impressionnant de voir cette profusion d'éléments symboliques. La taille, encore une fois, l'exhibition avec un volume extraordinaire des couleurs nationales et du drapeau du Liban. Et on retrouve la même chose sur le Chili, à 10 000 km de là, la même exhibition, donc El Chile despierta, et ça veut dire le Chili s'éveille, et c'est la même profusion de symboles nationaux. Et je crois que là, il y a quelque chose qui est très parlant sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, Farida, cette volonté de se retrouver et de gérer soi-même ce qui est en jeu dans le mouvement social, et de le faire sans être sous la coupole d'idéologies exogènes, d'être dans une dynamique autocentrée et créative de l'intérieur. Malgré tout, j'attire votre attention sur le fait que, parallèlement, on a beaucoup de mouvements nationalistes dans le monde qui se développent actuellement, avec le même rejet de la mondialisation et des approches beaucoup plus réactionnaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un langage unique. Ce qu'il faut voir là, c'est qu'il y a 40 ans, dans les mouvements justement des années 60 que j'évoquais tout à l'heure, il n'y avait aucun de ces fanions nationaux. Il n'y avait que l'évocation de l'international, socialiste, anarchiste, etc., mais certainement pas l'évocation de rémanence nationale, ce qui, à mon avis, est tout à fait significatif. Ce recours au national, on le voit dans la diaspora, la même diaspora chilienne. Ce sont 3 pays avec des diasporas considérables. Le Chili avec la dictature de Pinochet qui a expulsé beaucoup de ses ressortissants. L'Algérie qui a une relation
énorme. Vous savez que 10% de la population algérienne est en France. En réalité, il y a une densité des liens entre les deux pays qui n'a d'équivalent qu'entre le Mexique et les États-Unis. On a également, donc ça c'est pour le Chili, mais pour le Liban, c'est la même chose. Là, une partie considérable, même plus, la population à l'étranger est plus importante que la population au Liban même. Donc on a là, et là on a celle de l'Algérie, on a dans un article du Monde paru il y a quelques jours qui s'interroge sur la désorientation de la diaspora algérienne aujourd'hui en France par rapport au Irak. Eh bien, on a cette espèce de Hirak. D'ailleurs, le terme est amusant parce que les Libanais se refusent à l'appeler Hirak. Eux, ils appellent Thawra, la révolution. Ils disent Thawra mash Hirak. Nous ne sommes pas un mouvement, nous sommes une révolution. Le Hirak, lui, a été nommé ainsi, avec d'ailleurs beaucoup de controverses à propos du terme adopté. Mais voilà, les Libanais, eux, ils ont tranché, ils ont dit c'est la révolution, et pas moins que ça. Bien, l'investissement de la diaspora, il est intéressant parce qu'on est dans un caractère justement transnational, là. Transnational et pourtant qui revivifie le national de l'extérieur. Enfin, pour l'Algérie, la rémanence dans les manifestations auxquelles j'ai participé de signaux de l'histoire, cette fameuse histoire algérienne de la rupture avec la puissance coloniale et donc de l'affirmation de l'Algérie. On a ici les martyrs, les pères fondateurs, les personnages mythiques de la Révolution. Ici, c'est Larbi Ben Midi, je crois. Et là, c'est Didouche Mourad. Donc, on a cet appel au grand mythe de la fondation de la nation. Alors, j'en viens au troisième point, et pas le moindre, c'est celui de l'émergence d'un activisme féminin. C'est des mouvements, dans les trois pays, mais on l'a vu également au Soudan, on l'a vu également en Iran, cette formidable expansion de l'expression féministe au cœur même du mouvement, tant dans le Irak que dans ces autres pays donc mentionnés. Là, vous avez cette parodie d'une chanson française, donc et c'est je vous laisse lire, hein, c'est Francis Cabrel, sur Je l'aime à mourir, donc et j'aime à mourir mon Algérie. Et on a ce côté poético-mièvre, mais qui est tout à fait intéressant. Et ici, quelque chose de beaucoup plus acerbe, le patriarcat tue, ça c'est les rues de Beyrouth, dans lequel il y avait donc au dire même de cette informatrice oranaise à Beyrouth, un déploiement du féminisme beaucoup plus expressif, beaucoup plus poussé que dans le cadre de ce qui se faisait en Algérie, en montrant que l'Algérie, pour elle, avait encore beaucoup à faire dans cette dimension-là, même si elle avait commencé à l'affirmer. On le voit sur ces images, l'évocation sur des pancartes du viol, du viol duquel les femmes sont victimes, bien entendu, mais un viol qui déborde même sur un plan politique, avec des machines étatiques qui sont phallocrates et misogynes. Et là, vous avez sûrement entendu parler de cette chanson, la Stésis, qui est donc un groupe chilien qui, au cœur des manifestations chiliennes d'octobre, novembre et décembre, a fait émerger une chanson dans laquelle elle dénonce, avec un succès foudroyant, sur Internet, tous les peuples latino-américains et hispanophones s'en sont emparés illico, sur le violeur qui est désigné et qui est la machine de l'État actuelle. Alors, voilà, pour conclure, ce qu'on voit dans ces traits, l'émergence étudiante, une émergence étudiante féminisée, avec une expression féministe inédite au cœur de ces mouvements sociaux, dans un contexte de dénonciation de la mondialisation, avec un repli identitaire national qui fait dire
à certains, alors, certains des spécialistes des études postcoloniales, Arturo Escobar en Amérique latine, dit il y a convergence aujourd'hui des messages postcoloniaux et il faut trouver des choses qui nous fédèrent. Peut-être que là, justement, il y a dans la considération qu'on a sur l'absence de cosmopolitisme et le retour nationaliste dans l'élément numéro 2 que je citais, il y a peut-être des considérations à avoir sur comment pourrait-on dépasser ces niveaux de désenclavement nationaux pour faire déboucher ces luttes-là de façon plus transversale. Parce qu'il y aura je pense qu'on aurait plein de questions à poser. Je pense que oui, n'hésitez pas à poser vos questions. Chacun pourrait parler beaucoup plus de son sujet, mais il faut vraiment que ce soit à vous de... Moi, je fais circuler le micro. Très bien. Bonsoir. Et merci pour cette conférence qui sont très très rares, malheureusement, concernant l'Algérie. Il y a une forme de censure concernant l'Algérie. Il n'y a pas beaucoup de... En tout cas, j'encourage des initiatives pareilles. Parce que quand même, on a vécu pendant cette révolution algérienne, le mot Hirak, c'est la mouvance. En fait, c'est un mot qui vient d'Égypte. Moi, je ne me reconnais pas aussi en tant qu'Algérien. Il vaut mieux parler de révolution. C'est-à-dire qu'on a fait la similitude avec la révolution algérienne et la guerre d'Algérie aussi. Donc, comme vous dites, la réappropriation des figures, des symboles de la nation, et tous les gens, tous les martyrs, tous les 22 historiques, etc. Aujourd'hui, des gamins de 15 ans portent des photos, des portraits de Aban Hamdan, le fondateur de la nouvelle Algérie civile, primauté du civil sur le militaire, etc. Donc voilà, c'est déjà l'histoire, elle se fait. Aujourd'hui, il y a un apprentissage du politique. L'Algérien a trop souffert. La rue est une école. Ce que vit l'Algérie est un exemple. Je pense que peut-être on va l'enseigner maintenant. C'est vrai qu'il y a une confusion. Il y a beaucoup d'espoir qui est né au début. Aujourd'hui, avec la répression, parce que la répression, elle est partout. Même la diaspora subit des répressions, c'est-à-dire des menaces, etc. Entrant en Algérie, il y a des gens qui sont arrêtés. Et la chaîne de télévision Al-Magharibiya a été censurée avec la solde du pouvoir français, malheureusement. Et puis le boycott des médias du fait algérien. Au début, quand il s'agissait du nom, c'est-à-dire le non au 5e mandat de Bouteflika, tout le monde en parlait, etc. Nouvel Obs, Express, etc. Sans leur faire de publicité. Mais après, à partir du mois d'avril, on a subi quand même une censure terrible. Personne ne parle. Et on parle de l'Égypte, de Hong Kong et tout. Ça, je trouve vraiment bizarre. Donc voilà. Et puis revenir un peu à ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, merci. Vous avez bien expliqué les dates clés, le 2 avril. Voilà. Après la démission de Bouteflika, le problème c'est que... Pardon ? Bouteflika, la démission forcée. C'est-à-dire quand même qu'on voulait maintenir l'élection du 19 avril. C'est ça qui était un peu bizarre. On voulait la maintenir au début. Voilà, donc vous l'avez oublié un peu. Voilà. 19 avril, effectivement. Donc normalement, donc après, il y a eu l'échec de l'élection du 4 juillet. Voilà. Donc le 16 février, ce dimanche-là, ce sera vraiment l'année, première bougie de cette révolution, que j'appelle pas Hirak, moi, la révolution. Ça a commencé à Kharata, une ville kabyle dans la petite Kabylie. C'est là où tout a démarré. Après, l'arrachage du portrait de Bouteflika, etc. Et à partir du 22, et surtout le 8 mars, comme vous dites, les femmes et tout, à l'époque à Alger, moi j'étais à Alger, on distribuait la nourriture dans la rue, etc. C'était le côté festif et tout. Aujourd'hui, il y a le côté festif, le côté humour. Madame, vous le dites dans vos recherches, j'espère que vous allez faire un beau travail, parce que les humoristes algériens, c'est ce qui se fait le mieux, je pense, malgré la dictature, la répression, etc. Voilà, donc tous ces éléments, aujourd'hui, il y a beaucoup d'espoir qui est né en Algérie. Aujourd'hui, on est dans le statu quo parce que ce nouveau président, ce nouveau chef d'État, parce que pour moi, voilà, il y a une légitimité, c'est-à-dire qu'il cherche une légitimité. Je pense que l'Europe, les Nations Unies le reconnaissent. Donc, qu'est-ce qui va advenir, ma question justement, qu'est-ce qui va advenir? Comment peut-on maintenir une résistance? C'est-à-dire que le pouvoir a joué l'usure. Le peuple joue l'usure. Moi, la seule interrogation que je me pose, et le seul espoir que je peux peut-être
rêver, c'est le crash économique. Le crash économique, parce que l'Algérie vit une situation économique catastrophique. Maintenant, c'est l'économie qui va jouer. Les recettes s'amoindrissent, le pétrole est en train de chuter, etc. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Excusez-moi, j'étais un peu long, mais j'espère que vous allez me donner quelques éléments. Merci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être tenir plusieurs questions en même temps et puis vous essayerez de répondre. Voilà, je vous remercie. Bonsoir. Moi, je ne vais pas être très très long. Je vais répéter juste une phrase qui est très connue un peu par les Algériens. D'abord, je la dirai en arabe, parce qu'elle a beaucoup de sens. Et puis, comme tout traducteur est un traître, je vais essayer de la traduire en français. لا توجد قوة فوق الأرض يمكنها أن توقف في وجه فكرة حان وقتها. Il n'existe aucune puissance sur Terre capable d'arrêter une idée qui est arrivée à son terme. Alors la question que je pose, pourquoi ce système vacille mais ne tombe pas? Vacille. Vacille du verbe vaciller, premier groupe. Non, je plaisante. Pourquoi ce système vacille mais ne tombe pas? Excusez-moi. On va peut-être prendre une troisième question, puis après on va voir. Bonsoir, merci pour vos interventions respectives. Moi, je voudrais juste poser une question en rebond à la dernière intervention qui est par rapport à la résurgence des nationalismes. Le regard vers les nations sont un petit peu péjoratif parce que ça semble avoir rimé en Europe avec toujours la guerre. Mais ne pensez-vous pas plus que le monde en lui-même est autant de la synthèse historique, c'est-à-dire il fait sa synthèse entre la droite et la gauche. Il peut être nationaliste sans se fermer sur lui-même. C'est la magie d'Internet quelque part. Merci. On va laisser les réponses, puis après je prendrai des questions de l'autre côté, mais voilà, on vous laisse répondre. Je vais essayer de répondre aux trois questions brièvement pour qu'on ait chacun le temps de contribuer, mais sur ce qui va se passer maintenant, ce qui se passe à très court terme, les trois pays que j'ai cités sont en train de réviser leur constitution. C'est-à-dire que le fondement de l'accord entre l'État et la société est en train de se rediscuter. C'est le cas en Algérie dans les mois qui viennent, c'est le cas au Chili au mois d'avril, et c'est le cas du Liban dans quelques mois avec le nouveau gouvernement qu'ils se sont choisis. Ce sont tous des gouvernements qui sont décriés, qui sont honnis, et qui reflètent absolument pas les mouvements sociaux. Donc ils sont très contestés. Mais il y a un processus de renégociation fondamentale qui se joue. Jusqu'où ira cette renégociation, c'est pas clair du tout. Et il se peut que ce soit simplement encore un espèce de replâtrage qui ne modifiera pas du tout les fondements sociaux. Mais il se peut que se joue là quelque chose aussi de réellement nouveau, potentiellement. Moi, je ne suis pas politiste, je ne suis pas constitutionnaliste, j'aurais du mal à donner plus d'interprétations que ça. Je vois que dans les trois pays, il y a ces signaux qui ouvrent des perspectives. Bon, après, ce que ça enclenche, pour revenir sur ce que disait monsieur, sur le fondement, est-ce que ces mouvements vont s'étioler, disparaître? En ce moment, comme vous le disiez, il y a eu une répression colossale dans les trois pays. Hein. Il y a eu une répression colossale, beaucoup de violence dans certains d'entre eux, plus qu'en Algérie d'ailleurs. Au Liban, à Beyrouth, c'est vraiment impossible maintenant. L'armée écrase toute prise, une armée qui généralement est pourtant relativement timide dans sa répression. Elle écrase le mouvement social dès qu'il apparaît. Il n'y a plus de manifestations, de rassemblements massifs, il n'y a plus que des actions ponctuelles qui arrivent à émerger. Au Chili, c'est l'expectative totale. Et en Algérie, et c'est un moment effectivement compliqué, mais que vous connaissez mieux que moi, je vais vous laisser la parole là-dessus. Pour le nationalisme, je voulais simplement attirer l'attention sur le fait qu'au début des années 2010, on entrait dans une phase de cosmopolitisme avéré. Les penseurs étaient tournés vers cette option. On est maintenant dans un espèce de retour de balancier vers des options beaucoup plus nationalistes, avec de très mauvaises versions, celles de Viktor Orban, de Donald Trump ou Jair Bolsonaro. Mais il y a d'autres choses
que recouvre ce nationalisme dans les pays qu'on a évoqués et les mouvements sociaux qui en émanent. Et je trouve que là, c'est très intéressant. C'est vrai que peut-être Internet a sa part à jouer là-dedans. Oui, je voudrais revenir sur 3 points. Sur le drapeau, je crois que c'est important. Le drapeau, c'est parlant, le drapeau, c'est pas un objet quelconque, c'est-à-dire qu'il a une profondeur historique et anthropologique extrêmement importante. Rappelons-nous, le drapeau, dans l'espace public, c'est 3 fois simplement en Algérie. C'est le 5 juillet et c'est en 2008, l'Algérie quand elle a battu l'Égypte, où les gens sont sortis avec le drapeau. Et le 22 février avec le drapeau. Donc le drapeau, pour nous, sociologues, c'est un actant, c'est-à-dire que c'est extrêmement important quand les gens sont amoureux. Il y a un amour vis-à-vis du drapeau. Quand vous le portez et vous le collez à votre corps, il y a de l'amour. Mais en même temps, cet amour, il faut essayer d'interpréter ce que ça veut dire. Il y a une interprétation. C'est-à-dire que moi, de façon très métaphorique, ça veut dire donnez-nous les clés de la nation. On veut récupérer, mais pas au sens nationalisme identitaire tel qu'il a existé en Algérie, avec des constantes, etc., la religion, le truc. Non, là, c'est une autre forme de nation. Il ne faut pas oublier pourquoi la nation chez les Algériens, c'est important. L'État a été privatisé pendant 57 ans. Il y a eu une privatisation de l'État. C'était un État pouvoir. Il n'y a pas d'État. Donc la seule reconnaissance, c'est reconnaître mon pays. Les gens disent, mais le football, ça a été... C'est pas de l'aliénation. Les gens ne sont pas aliénés par le football. Mais il y avait que ça. Pour me reconnaître dans l'Algérie, je me reconnais dans le football. Et là, l'élément fondamental aujourd'hui, c'est la réappropriation du politique par les gens. Et ça, c'est fabuleux. Les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on jure qu'on n'arrêtera pas, on ne s'arrêtera pas. On ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire que l'idée fondamentale, me semble-t-il, les 51 marches que l'idée forte, c'est qu'il y a un dépassement de l'indépendance territoriale. Maintenant, on veut l'indépendance politique. Et c'est ça la nation. Ce n'est pas au sens d'un nationalisme étroit. Vous savez, les gens ne regardaient pas le drapeau quand il était au niveau des institutions, à la mairie, à la préfecture, à la wilaya. C'était leur drapeau. Et là, il se réapplique mon drapeau. Et c'est différent. C'est notre drapeau. C'est-à-dire que c'est une manière de dire, et on retrouve dans les slogans, l'excellence. Alors, on parlait de Boumediene comme l'excellence, mon excellence. C'est comme un monarque, mon excellence. Si vous ne dites pas mon excellence, vous l'êtes mal vu. Toute la clientèle parlait de l'excellence. Et là, les gens ont inversé. Il y a une inversion. L'excellence, le peuple, l'excellence. C'est l'excellence qui est le peuple. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que c'est ça. Moi, le mouvement algérien, il y a des spécificités par rapport au Chili, par rapport au Liban. Parce que au départ, nous, il n'y a pas de revendication économique au départ. Rien. Au départ, c'est le politique qui va dominer de façon extrêmement importante. C'est-à-dire que l'inversion, c'est de dire qu'au fond, nous voulons l'indépendance politique. Nous voulons retravailler, reconstruire la nation selon les attentes que nous attendons. Et il y a une rupture. Je crois que toutes nos catégories d'analyse sont fausses. Et c'est ça l'intérêt du mouvement algérien. C'est qu'on pense en termes de verticalité. Alors non, le mouvement, il n'y a rien de vertical. C'est un mouvement horizontal. Les gens ne sont pas élus. Donc la notion de représentativité, elle est remise en question. C'est une autodiscipline. Les gens vont s'autodiscipliner avec des animateurs, effectivement, mais il n'y a pas une hiérarchie dans le mouvement. Quand vous observez les carrés des manifestants, ceux qui ont observé, les gens, ils reprennent. Tu es dans le carré, tu reprends un slogan, les gens reprennent après toi. Et il y a un respect. Il y a un respect vis-à-vis de X et Y. Et ça, c'est fabuleux. Ça veut dire que le mouvement se construit par le bas. Et l'autre originalité, l'autre rupture, c'est rupture avec les partis politiques, avec les syndicats, avec les associations. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui s'est construit de façon autonome. Et ça remet en question toutes nos catégories d'analyse, de représentativité, de verticalité. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Et je crois que l'histoire mondiale, en termes de durée, c'est une année. Le mouvement est très puissant. Il est puissant, on peut l'observer à travers des détails. Donc on revient à l'ethnographie là. Quand vous vous placez à Oran, ceux qui connaissent Oran, vous placez à la place Victoire et vous 100 mètres, il y a la fin de la rue d'Arzeux, il y a 300 mètres. Les gens viennent. Vous voyez cette ferveur collective,
mais c'est une puissance, ça vous donne la chair à peau poule. Hein, les gens viennent, et la gestualité, c'est-à-dire qu'ils sont avec le geste de détermination. Il y a un regard de détermination qui est extrêmement fort. Ça, c'est la puissance. Il y a la profondeur du mouvement. Le mouvement, pourquoi il est profond? Il est profond parce qu'il se construit contre... C'est un sentiment de honte collective. Hein. C'est un choc. La candidature de Bouteflika, ça a été un choc extrêmement fort chez les gens. Hein, extrêmement fort. Mais en même temps, le mouvement, il est fort parce qu'il est de l'ordre, et ça c'est Ballandier, l'anthropologue, il est de l'ordre de l'inédit. C'était imprévisible. Il s'est pas structuré. Moi, le 22 février, on était dans un café avec des amis, on s'est dit, vendredi, c'est la prière. Ça m'étonne que ça va marcher. Ça va être les islamistes qui vont prendre le pouvoir. C'est les islamistes qui vont... Et finalement, non. Finalement, et la force, la profondeur du mouvement, c'est la diversité sociale, culturelle et politique des manifestants. Il y a des islamistes qui sont dans le mouvement. Hein. Il y a des démocrates, il y a des gens qui sont sans parti. Donc c'est ça qui a fait la profondeur du mouvement. Hein. C'est pas un groupe donné, c'est tout le monde sur un accord fort. C'est vous enlevez tous. Là, il y a eu mais il y a eu dans le mouvement, quand vous analysez de près, de façon très ethnographique le mouvement, vous voyez qu'il y a des conflits dans le mouvement. Il y a eu des conflits. Il y a eu des baltaguillas, il y a eu des gens qui ont été de casser le mouvement. Il y a eu de la répression le 13 décembre à Oran. On a été matraqués le 13 décembre. Donc le mouvement, c'est pas lisse. Un mouvement social n'est jamais lisse. Jamais. Hein, c'est pas un bulldozer. Alors les gens disent, mais ça y est, ça fait une année, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Alors ils ont fait 4 choses qui sont importantes. Je ne sais pas si je peux parler ou je parle trop là. Hein? Alors, peut-être juste pour compléter, comme ça on a le temps de refaire un petit tour de parole et que Mohamed continue, puisque maintenant je veux savoir quels sont ces 4 moments. Juste peut-être revenir sur 2 points qui n'ont pas été discutés par mes confrères. Le premier point, c'est la question de la terminologie. Vous avez raison, la terminologie, elle est primordiale, et ça dépend de quelle position on est en train de nommer. En fait, si vous regardez, et là si on fait un dézoom sur le temps, quand vous regardez par exemple les historiens de la France, qu'est-ce qu'ils appellent le moment révolutionnaire? Là, on est sur du temps long. Et parce que le mot révolution prédit la fin, et se dit à partir de la fin. Et là, on est encore en cours. Et donc, par exemple, moi, de ma discipline, j'ai le défaut par rapport à mes confrères d'être politologue. Par rapport à ma discipline, ce qu'on a tendance à faire, c'est on les appelle soulèvement, révolte, protestation, tant qu'ils sont en cours, d'accord ? Et une fois que l'on sait le dérouler, eh bien, on commence à nommer révolution. Puisque on sait aussi qu'il peut y avoir des élans contre-révolutionnaires après révolution. Et là, par exemple, l'Égypte en est tristement un exemple. L'autre élément, peut-être, c'était l'élément économique. Et c'est aussi vous, monsieur, qui l'avez nommé. Alors, historiquement, c'est vrai, par exemple, les temps de mobilisation forte en Algérie, parce qu'on a l'impression que les mobilisations naissent de nulle part, mais l'Algérie a une histoire de contestation très forte, qui a notamment commencé dans les années 80 et au début des années 80. Avec des revendications amazigh-kabyles, mais pas seulement avec le mouvement féministe, et ça j'insiste, il y avait un mouvement féministe fort contre le code de la famille dans les années 80, avec des mobilisations de rue alors qu'elles n'étaient pas autorisées. Et là, je vous renvoie au travail admirable de Foliel Lemlem sur le mouvement féministe, et notamment dans les années 80. Et aussi sur des mouvements, des mouvements ouvriers, sur de la grève, et il y a une histoire aussi de mobilisation sectorielle très forte en Algérie. Et tout ça, c'est une histoire contestataire qui est liée à des moments où les années 80, c'est aussi un moment économiquement difficile, et c'est pour ça que le pays vacille. Et je pense que le caractère spécifique du mouvement est là de slogans qui sont principalement politiques. Il y a eu quelques slogans économiques, mais aussi finalement qui sont plus de l'ordre de l'économie politique, puisque c'était des slogans qui avaient attrait à la loi sur les hydrocarbures, là sur les gaz de schiste, des choses qui sont attrait à la corruption. Donc là, on est clairement dans de l'économie. Mais sinon, c'est parce que le régime politique algérien, comme stratégie de gestion de la contestation, a repoussé les causes à la question économique. Si on veut voir, par exemple, à titre d'exemple, la manière dont la séquence contestataire de 2011 a été gérée en Algérie, eh bien, on subventionne, on fait un décret pour ne plus être
aussi féroce contre l'économie informelle et notamment les marchands de rue. On n'arrête plus les taxis clandestins. Donc on a eu une gestion économique et ce qu'on appelle en sciences politiques, on appelle ça de la démocratisation de façade, de la libéralisation. On crée plein de micro-partis pour brouiller le paysage politique, on agrémente plein d'associations, on fait une réforme juridique du code de l'information. La presse était libre, et là on libéralise la télé, etc. Et on fait des choses qui servent de soupape de sûreté. Et là ça revient à la question de monsieur, c'est pourquoi le régime vacille mais ne tombe pas? C'est parce qu'en réalité, il y a une forme de résilience, de volonté de gérer, mais ça ne veut pas dire que c'est immuable. En fait, il ne tombe pas jusqu'au jour où il tombe, sinon il n'y aurait pas eu plein de mouvements tels qu'ils ont été lieux. Et je pense vraiment que là, il y a, et là je ne le dis plus en tant que chercheuse, je le dis en tant que citoyenne, je pense qu'il y a une forme de prophétie autoréalisatrice dans la mobilisation. Si on ne croit pas à la mobilisation ne marche pas. La mobilisation, c'est comme tu l'as dit très bien, c'est du désir. Et donc il faut y croire. Et donc on ne peut pas se faire les tombeaux de quelque chose en disant, en fait, ils n'ont pas radicalisé les moyens d'action, il fallait faire de la grève générale, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Oh, il fallait négocier, il fallait des élus, Le mouvement social, il se déroule comme il se déroule, il faut croire en sa fin de la manière dont il faut se dérouler. Et ça, je ne le dis pas en tant que chercheuse, mais en tant que citoyenne, encore une fois. Merci beaucoup. Si je peux me permettre une toute petite intervention sur la qualification du mouvement. Je voudrais rappeler aussi que sur le Hirak, c'est le même terme qui a été employé pour ce qui s'est passé au Maroc, dans le Rif, où il y a eu quand même une mobilisation importante. Et donc là, il n'y a pas du tout, parce qu'au Maroc, il y a bien quelque chose qui est incontestable dans tous les sens du terme, c'est le roi. Et il n'y avait pas du tout de remise en cause de il y a eu un mouvement de mobilisation, enfin pour ceux qui connaissent un petit peu, un mouvement de mobilisation important qualifié de Hirak au Maroc, dans le nord du Maroc, dans la région du Rif, mais qui était extrêmement légitimiste. C'est juste ça. Donc là, sur la question de la dénomination, alors on a eu cette discussion révolution ou mouvement social, enfin bon, voilà. Oui, merci beaucoup. Je pense qu'on fera lien aussi avec le prochain séminaire sur le Soudan, parce que je sais qu'un des slogans qui a émergé très vite, c'était effectivement cette croyance. Et il y a un slogan, alors je ne parle pas arabe, mais il y a le mot chuter dedans. Ils sont très fiers de dire le peuple s'est levé, le dictateur a chuté. Et tout est autour de la chute. Je ne sais pas si ce mot chute est aussi utilisé pour le cas algérien. Donc ça, c'est une mini-question que je glisse. Est-ce que vous pouvez me redire les personnes qui voulaient poser des questions ici pour qu'on puisse... Alors, on a une personne ici. Et puis après, voilà, de l'autre côté, on va faire pareil, un groupement de questions. Et puis, vous pourrez répondre après. Merci. Alors, merci beaucoup à vous trois. C'est une question très rapide, une remarque très rapide, parce que ça vient d'être soulevé. C'était par rapport à l'idée d'émergence de l'activisme féminin, où voilà, moi j'ai été un peu interpellée. J'ai plutôt l'impression qu'on est dans une éternelle émergence, une éternelle redécouverte de l'activisme féminin, voilà, par rapport à tout ce qui a été rappelé sur les années 90, sur les luttes d'indépendance, etc. Et ce qui est important, il me semble, de regarder, c'est comment ça se transforme, justement, et c'est ce que vous disiez, par rapport aux luttes féministes, où les Algériennes, les Chiliennes, les Libanaises, etc., sont complètement connectées, en fait, aux luttes du XXIe siècle, comme leur grand-mère l'était également dans les années 50-60. Et donc, c'était d'autres registres féministes qui se développaient à cette époque-là. Donc, sur cette question de l'émergence, sauf si vous n'êtes pas d'accord et que vous pourriez approfondir. Merci. Toute petite question, mais qui ouvre des portes énormes, en fait. Enfin, trois questions, mais ça va dans la même logique. Quelle est la position à l'heure actuelle du pouvoir militaire, mais pas seulement les hiérarques, le cœur de l'armée? Quelle est la position des pouvoirs religieux, pas non plus les grands chefs, mais aussi le clergé, en fait, voilà. Et est-ce que vous voyez l'émergence d'une alternative politique crédible qui pourrait effectivement prendre le relais institutionnel du mouvement horizontal que vous avez décrit? Est-ce que ça... Oui, je voulais vous poser une question. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé au début, parce que je suis arrivée il n'y a pas longtemps. Du coup, je voulais savoir si vous pensez que le nouveau gouvernement qui a été mis en place pourrait
répondre aux demandes du mouvement algérien du Hirak ou pas. Bonsoir. Donc moi, je n'ai pas assisté, mais je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de la position des pays occidentaux ou les puissances mondiales par rapport à ce mouvement, à ce Hirak. Parce que le 1er novembre, on a été à Paris, on a fait une marche de la place de la République jusqu'à la Bastille. Il y avait à peu près, je sais pas, 80 000 personnes. Et il n'y a aucun média, ni français, ni européen, ni américain, qui a parlé de ce sujet. Donc je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de ça. Merci. Alors, en tout cas, je vous rejoins bien sur la question des luttes féministes et des luttes au féminin. Et puis, il y a aussi, en fait, des luttes qui peuvent exister par différentes modalités d'action. Et là, par exemple, dans la ville d'Alger, il y a des carrés féministes. Dans d'autres villes, il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui militent, par ailleurs, dans des associations qui sont mobilisées. Et c'est vrai que dans les icônes dont tu parlais, c'est vrai qu'il y a un rapport très fort à l'histoire et à lui donner une résonance en fait à cette histoire, et notamment aux martyrs de la guerre d'indépendance, qui ont une histoire symbolique très forte. Et Hassiba Bouali notamment est l'une des images. Donc il y a bien sûr des figures masculines, il y en a beaucoup, mais on voit aussi des figures féminines pour rattacher en fait ces combats-là dans le temps. Pour la question de qu'est-ce qui va advenir et du gouvernement et tout, c'est toujours des questions qui sont très difficiles à répondre, puisqu'on est à la fois analyste mais aussi spectateur. La réalité des choses, en tous les cas, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de signe de changement majeur dans les autorités et dans la manière dont le mouvement est géré. Pour ce qui est de l'armée, là aussi, la question est difficile à répondre sur qu'est-ce que c'est la vraie armée. Il y a l'état-major. En plus, en Algérie, vous le savez tous, on est dans une armée de circonscription. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes hommes sont passés par le service militaire. L'armée, c'est aussi un des corps institués où il y a le plus d'ascension sociale possible, assez étrangement. On a des personnes qui arrivent en haute position alors qu'elles ne l'étaient pas au départ. Donc l'armée, c'est un acteur pluriel. Moi, j'avoue que j'ai été bouche bée, en tant que personne, par la mort de Gaïd Salah. Ça m'a comme... Parce qu'en fait, il y avait une dynamique qui s'était faite avec ce discours politique un peu hebdomadaire qu'il nous faisait, où d'un coup, il disparaît au sens le plus plein du terme. Alors pour ceux qui regardent la télé algérienne, c'était surréaliste en fait, les oraisons funèbres de sa carrière. Enfin, on se serait cru rarement pour un chef d'état-major dans l'histoire politique algérienne, on a fait ce type d'oraison funèbre. Là, c'est pour les chefs d'État qu'on fait ces oraisons funèbres là et qu'on bloque la télévision, etc. Donc à la fois, comment l'armée se place, je ne sais pas, et la question en fait des religieux, elle est intéressante, mais on est dans un islam sunnite, il n'y a pas de clergé. Il n'y a pas de clergé dans l'islam sunnite, c'est ce qui le définit. Et donc, dans un pays comme l'Algérie, vous avez des institutions religieuses, vous avez un ministère des Affaires religieuses, par exemple, vous avez une commission des fatwas qui dépend du ministère des Affaires religieuses, vous avez des choses comme ça instituées. Et sinon, il y a les mosquées, et des mosquées dans le pays, Dieu sait qu'elles sont nombreuses. De chez moi, on entend 3 edden différents, donc c'est aussi des choses qui sont diverses. Après, l'Algérie est une société en grande partie conservatrice, mais c'est une société très jeune. Pour vous donner un ordre d'idée, et mon collègue l'a dit tout à l'heure, moi j'ai 34 ans, je suis au-dessus de l'âge médian algérien. La majorité des Algériens sont plus jeunes que moi, d'accord ? Et donc, en fait, moi, dans la confiance que j'ai dans ce mouvement social-là et dans son caractère inéluctable, ce que vous disiez un petit peu, monsieur, avec votre citation, c'est qu'en fait, à un moment ou à un autre, en fait, cette démographie, elle va être impossible à nier, en fait. Et il y a une socialisation politique qui s'est faite par la mobilisation chez des jeunes gens, mais aussi chez des adolescents, quoi. Les collégiens en train de manifester, par exemple, c'est quelque chose, en fait. Et ça, si vous regardez les histoires politiques par rapport à des mouvements de contestataires comme mai 68, on voit bien que les personnes socialisées dans des temps de mobilisation très fortes gardent des trajectoires militantes souvent très longtemps. Et donc c'est aussi pour ça que ce mouvement, il a fait quelque chose, il a socialisé à l'action collective. Je voudrais revenir sur les jeunes, parce que je crois qu'on a peu parlé aujourd'hui des jeunes. Il faut parler parce que c'est eux, à l'origine du mouvement, je crois qu'ils sont... Ces jeunes-là n'ont pas vécu la guerre intérieure. Ils n'ont pas connu la guerre intérieure.
25 ans, c'est la période de Bouteflika. Donc ils n'ont pas connu l'œil. Et quand on parle des jeunes, c'est-à-dire qu'ils ont une énergie créatrice. C'est-à-dire qu'on se trompe, les gens, avant le mouvement social, les jeunes, il faut les voir dans les quartiers. Moi, j'ai observé les quartiers populaires. Les jeunes sont pas dans la désespérance. Ils sont dans une solidarité extrêmement forte, fraternité. Tous les événements de mariage, de décès sont pris en charge, les gens oublient, par les jeunes. C'est eux qui financent, ils cotisent. Il y a une virilité, il y a un honneur de ne pas perdre la face au sens de Goffman. Hein, je ne veux pas perdre la face, je veux aider mon copain. Hein. Il y a une solidarité entre les jeunes qui est fabuleuse. Et toute cette solidarité, hein, et ils ne sont pas dans le communautarisme, c'est faux. Ce n'est pas l'aspect culturel qui a dominé. Ils articulent le local et l'universel. Ils sont dans le monde avec les réseaux sociaux, etc. Et ça a été des éléments majeurs qui ont joué dans la production politique de slogans. Vous savez, quand vous produisez des slogans aussi forts, aussi radicaux, c'est qu'il y a une souffrance quelque part. La souffrance a joué fortement dans la production. Vous ne nous avez pas reconnus comme jeunes, vous nous avez traités de fainéants, de paresseux, qui ne travaillent pas, etc. etc., etc. Hein. Il y a effectivement, les étudiants jouent un rôle important, mais en même temps, il faut reconnaître que le mouvement n'aurait pas pu avoir auprès des jeunes cet impact s'il n'y avait pas les supporters des stades. Je crois qu'ils ont joué avec leur champ critique, avec leur expérience critique à l'égard du pouvoir. Donc depuis des années, dans les stades, on les traitait de violents, mais en fait, ils avaient un discours très lucide sur le fonctionnement du système politique. Et donc il y a ça. Il y a aussi, les jeunes se sont, et ça c'est un apport extrêmement important, les jeunes se sont réconciliés avec le drapeau. Ça c'est la réconciliation avec le drapeau. Il y a eu la jonction, elle vient de le dire, la jonction entre l'histoire et le présent. Jamila Bouhilat, qui est une grande révolutionnaire, ça a été l'icône à Alger, c'était l'icône des jeunes. C'est que les gens se sont reconnus, alors qu'ils ne la connaissaient pas avant. Avant le 22, ils ne la connaissaient pas. Donc il y a une reconnaissance. Vous voyez, la jonction du passé, c'est-à-dire qu'il y a toute l'histoire algérienne mystifiée, instrumentalisée, etc., a été remise en question pour dire, voilà l'histoire réelle, voilà les gens qu'on n'avait pas fait. Abarandan, qui était le premier à dire le primauté du politique, on reconnaît. Je crois que c'est important. Maintenant, la question, voilà, je crois que les jeunes ont été les aiguillonneurs extrêmement importants du mouvement. Autre élément concernant le pouvoir, vous savez, l'institution militaire, il faut l'analyser sociologiquement, elle est aussi hétérogène que la société. Hein. Le mouvement, ce n'est pas la société, c'est différent. Hein. C'est différent. Il faut pas la société reste très patriarcale sur beaucoup d'aspects. Et quand Kais Salah est mort, il y a des gens qui ont pleuré sincèrement. Ils ont perdu un chef. Le zaïmisme en Algérie, l'histoire du zaïmisme est très forte. L'histoire culturelle et politique du zaïmisme. Nous avions besoin d'un chef, de quelqu'un, depuis Bessaïd El-Hajj, 1926. Voilà, je vais m'arrêter là. On va donner la parole à Jean-Baptiste Meyer. Oui, je fais un peu c'est juste que le musée d'Aquitaine doit fermer ses portes et qu'il reste au moins 2 ou 3 questions, donc il faudra être vraiment bref. Sinon, on parlera sur le parvis devant, mais voilà. Oui, non, deux réponses sur l'activisme féminin. Je crois que ce qui est inédit, ça n'est pas qu'il n'y avait pas d'activisme féminin auparavant. Ce qui est inédit, c'est l'ampleur qu'a prise cette expression féminine au sein de ces 3 mouvements que j'évoquais dans les 3 pays. C'est-à-dire là, il y a quelque chose de tout à fait original et qui n'existait pas auparavant, qui se réduisait à des militances beaucoup plus partielles. Et là, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Le deuxième point, c'est celui de comment on va s'en sortir, c'est-à-dire quelle est la marge de manœuvre. Moi, je crois qu'il n'y aura pas de marge de manœuvre s'il n'y a pas une translation qui est faite au niveau supranational. C'est-à-dire que ça, c'est un seuil à dépasser. Parce que ce qui se joue dans l'emploi, le chômage massif des jeunes de ces pays-là, ce qui se joue, c'est la division internationale du travail qui fait que les jobs des personnes qualifiées sont au nord et qu'au sud, quand on est super qualifié, on ne trouve pas de boulot. Et ça, si on ne change pas ces équilibres mondiaux, ça ne marchera pas. Et là-dessus, les 3 pays que j'évoquais, et l'Algérie évidemment en particulier, a une diaspora qui peut tout à fait l'aider à faire ce relais au niveau transnational.
pour être très bref, parce Je que vais là, prendre- on pourrait en parler longtemps. Hein. Alors, dommage que vous n'étiez pas là parce que justement, il y avait une photo de la place de la République avec la manifestation que vous évoquiez. Je crois que oui. Moi, je préfère que vous vous exprimiez là-dessus, mais moi, je pense qu'il n'y a pas nécessairement un blackout sur la question algérienne instauré par la France. Il y a certainement, en tout cas, un malaise et un désarroi complet de nos politiques face à cette question-là aujourd'hui. Voilà. Il nous reste, j'ai repéré 3-4 questions dans la salle. Voilà. Pour le son des manifestations, écoutez le documentaire Les Pieds sur Terre sur France Culture qui a enregistré les chants de supporters et comment ils sont transformés. On a une question ici, une derrière, ensuite de l'autre côté. Essayez d'être rapide, s'il vous plaît. Bonsoir, je vous remercie les intervenants pour les présentations. Et je vais poser une question brièvement, en tant que citoyen, en tant que chercheur, que pour M. Mohamed, je pense, que normalement vous avez évoqué dans votre livre beaucoup de questions. Est-ce que pensez-vous, dans une 5e partie, que vous évoquez la question de la justice en Algérie? Et pour la question de la justice, parce qu'en fait, on a déjà suivi qu'il y a vraiment un changement au niveau de la justice en Algérie, pour un premier pays qui a déjà vécu des manifestations. Et pour la deuxième question, pour M. Jean, comment pourriez-vous justifier la comparaison entre les 4 ou 5 pays que vous avez déjà étudiés? Parce qu'on sait bien qu'il y a vraiment une différence entre les 4, l'Algérie, l'Égypte et le Liban. Et c'est ça. Alors, je vais Une question ici, une question de l'autre côté. Voilà, donc on va peut-être faire le tour de ces 4 questions. Qu'une question rapide en tant qu'Allemand qui est pour moi qui me concerne peut-être, c'est intéressant parce que on a par exemple fait cette année 30 ans de réunification et une question qui aussi c'est un mouvement révolution. Et ce qui était important aussi 30 ans, c'est la perception des politiciens dans ce régime, de cet ancien régime. Donc ce qui m'intéresse, en Allemagne, on ne parle pas trop de cette thématique, donc ça m'intéresse, c'est quoi la perception, peut-être en 20 ans, de Bouteflika. Donc qu'est-ce qu'on dit en 20 ans? C'est quoi la perception? C'est un président qui a mené la stabilité après une guerre civile terrible, ou c'est plutôt quelqu'un qui a installé un système ou qui a soutenu un système de clans, etc. Merci beaucoup. Et puis ensuite, mademoiselle. Bonsoir, merci pour vos interventions qui étaient toutes les 3 très intéressantes. Et vous avez d'ailleurs évoqué la résonance de l'histoire ces derniers mois, mais surtout celle de la mémoire de la Révolution et la place des figures historiques qui sont rattachées. J'aimerais savoir comment vous situez la mémoire de la décennie 90, puisque d'ailleurs vous employez le terme de guerre intérieure que je trouve intéressant, puisque le terme de guerre civile est très souvent rejeté par les Algériens. Donc j'aimerais savoir... D'après vous, comment la mémoire de la décennie 90 s'est exprimée ou non, en tout cas ces derniers mois? Et donc la boucle sera... Vous avez... Pardon. Qui veut parler? Bon, bah alors... Oui, juste un élément que vous avez peut-être oublié, mais vous n'avez pas fait exprès, c'est que le caractère pacifique, le silmiya, c'est le mot-clé aussi de cette révolution. Le silmiya, c'est-à-dire que les Algériens qui ont passé par la guerre civile, les années noires, la décennie noire, le pouvoir, juste pour répondre à la demoiselle qui a posé la question, le pouvoir n'utilise jamais l'expression guerre civile. C'est une guerre civile. Dans les années 90, c'est pas une décennie noire. Il n'y a pas de couleur pour une décennie. Il n'y a pas de c'est une guerre civile où il y a eu beaucoup de victimes, beaucoup de morts, etc., beaucoup de disparus. Il y a Bouteflika, malheureusement, il a mis un couvercle. Il n'y a pas eu de justice. Il n'y a pas eu justement, c'est la silmiya d'aujourd'hui, peut-être va s'ancrer dans la société, ou sinon il y aura une violence qui va ressurgir, parce que cette guerre civile n'a pas dit son dernier mot, n'a pas dit toutes ses vérités. Et juste pour profiter 2 secondes, je profite, nous sommes un collectif d'Algériens, nous organisons le samedi 14 mars à 14h30 à la mairie
la salle municipale du Grand Parc, une rencontre sur l'Algérie, où nous allons justement parler sur la situation en Algérie aujourd'hui et sur l'économie. Donc, soyez les bienvenus. Donc, samedi 14 mars au Grand Parc. Merci beaucoup. Comme le musée d'Aquitaine, est-ce que vous voulez une question? C'est vraiment les derniers moments parce qu'on a 5 minutes avant, puisqu'il faut qu'à 8 heures, tout soit fermé pour la vie nocturne du musée. Donc c'est bientôt. Et voilà, merci beaucoup encore une fois d'être venu. On va répondre rapidement aux questions. Ah bah ça y est, la dernière, hein, assez rapidement. Puis après, les intervenants vont avoir le temps. Bonjour, moi j'aurais voulu savoir ce que vous pensez de Rachid Nekaz. Ok. Qu'est-ce qu'on pense de lui? Comme il y a beaucoup de questions et qu'on a peu de temps, peut-être qu'on va choisir chacun, et je vais prendre la parole la première, comme ça je peux vraiment choisir parmi les questions celle à laquelle je réponds. Moi je vais répondre, je trouve que c'est une très belle question, celle de la question de la perception de Bouteflika, comment il est perçu par les jeunes. Je peux vous donner 2 temps différents. Moi donc cette question-là je la posais aux jeunes, donc moi je travaillais dans des quartiers populaires de Oran et de Mostaganem avec des jeunes qui avaient essayé de partir par la mer. Et je leur disais, bon, c'est quoi votre vous pensez quoi des politiques? Il y en a un qui, alors que c'était des entretiens que j'ai fait en 2011, je me souviens, il m'a dit poulpouillettes, c'est des poulpes, ils ont des mains partout, on ne sait pas. Et en fait, le caractère, il y a un discrédit et un manque de visibilité du politique qui fait que les gens étaient distants. Mais ils n'avaient pas d'animosité ou de colère face à la personnalité même de Bouteflika. En fait, il disait, bon, il est manipulé, on lui cache les choses, quand on l'emmène dans un endroit, on peint les rues, il a l'impression que les rues sont toujours propres. Ce discours-là, il existe aussi. Et là, on a vu que dans la première séquence protestataire, c'est plus que Bouteflika lui-même, c'est son 5e mandat qui a beaucoup concentré les revendications, mais aussi sa famille. On voyait aussi beaucoup Saïd Bouteflika dans les champs. Donc c'est la question plutôt que de la personnalité en elle-même. Dans l'héritage politique, on ne peut pas le faire dans l'immédiat. Mais en tout cas, son héritage politique n'est pas une Algérie démocratique. On peut au moins dire que ce n'est pas ça. Et vous avez raison, la loi qui a été nommée celle de réconciliation nationale, elle pose un problème fondamental pour l'histoire contemporaine du pays parce qu'une société doit se construire avec sa mémoire. Et sa mémoire, elle inclut les moments durs de cette histoire. Juste pour revenir sur la question de terminologie de guerre civile, l'enjeu, il est aussi parfois que les gens ne veulent pas utiliser le terme guerre civile, non pas pour reprendre la rhétorique de gouvernement, mais de dire, en fait, quand on parle de guerre civile, on parle de civils qui prennent les armes. Dans le cas algérien, la plupart des civils ne sont pas armés, on n'a pas tué ses frères. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un conflit armé entre les autorités et les groupes islamistes armés, où les civils étaient pris à partie, étaient ciblés. Mais en fait, ce n'étaient pas les civils eux-mêmes qui ont pris les armes, et c'est pour ça qu'on n'utilise pas parfois. Et moi, j'ai du mal à utiliser la terminologie guerre civile, parce que c'est pas moi, c'est pas mon voisin qui a pris forcément les armes contre moi. Je voulais répondre sur la justice et sur... Je pense qu'aujourd'hui, la période actuelle, il y a beaucoup d'incertitudes politiques. Je vais donner des exemples précis. Précis et brefs, ouais, très bref. La question de la justice. Un procureur de la République a pris la parole il y a 3-4 jours. Il a eu le courage de dire « Je suis pour une justice autonome, je ne veux plus la justice au téléphone, etc. etc. » Donc il a relaxé 27 détenus. Donc c'est récent, hein. Immédiatement après, il est muté à la frontière algéro-libyenne. Il a été muté hier ou avant-hier, il a été muté. Immédiatement. Donc on voit bien, ce qui est intéressant, dans cet exemple-là, ce qui est intéressant, c'est montrer comment la lutte de clans continue de plus belle. C'est-à-dire qu'il y a des lobbies qui continuent à phagocyter toute la logique. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, l'exemple de... Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu la parole. Ouais. Ah, l'exemple... Oui. Bon, j'arrête là. Ouais. Ouais. Mais... L'exemple, je l'avais l'exemple. La justice, oui. Donc, là, ça veut dire qu'aujourd'hui, la justice est toujours aux ordres. Ah, l'exemple, je l'ai. Le Conseil de ministres nomme, il y a une semaine, 10 jours, il nomme un directeur général des douanes. Le Conseil des ministres, l'instance suprême. Une heure après, le Conseil des ministres, une heure après,
celui qui a été nommé a été dégommé et le même est resté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bien, on voit bien comment aujourd'hui il y a des fluctuations politiques extrêmement fortes, qu'il y a des logiques qui se... Donc, et le président n'est pas autonome. Il a été nommé, il n'a pas été élu, il a été nommé clairement par les militaires. Donc, même s'il a une rhétorique politique très intéressante en disant c'est grâce au Hirak que le chaos algérien n'a pas eu lieu. Il l'a dit publiquement. C'est-à-dire c'est une rhétorique politique. Mais dans les pratiques politiques réelles, on voit bien qu'il n'est ni autonome ni rien. Il n'a pas d'autonomie pour décider aujourd'hui. C'est-à-dire que, ce qu'on revient à la question, c'est que le pouvoir militaire, au-delà de leurs divergences au niveau d'état-major, il reste encore puissant dans la décision. Beaucoup de décisions sont prises. Voilà, j'arrête. Un seul commentaire sur la mémoire et les divisions antérieures, religieuses en particulier. Le Liban, et c'est pour ça que la comparaison entre des pays comme le Liban ou l'Algérie est féconde. Le Liban a vécu une guerre civile, alors là, caractérisée, avec des groupes confessionnels différents. Eh bien, justement, la Thawra, il surmonte à travers cet épisode toutes ces divisions confessionnelles qu'ils avaient auparavant. Un petit peu comme, je pense, le Hirak est en train de dépasser cet épisode de la décennie noire, quelque part, sur un plan symbolique et culturel et social. Juste un mot, le pacifisme, c'est à l'encontre, nous avons vécu 10 ans de guerre civile, et le pacifisme, l'origine du pacifisme, c'est lié aussi à la guerre civile, c'est-à-dire que nous ne vivrons plus cette période. C'est ça le pacifisme en Algérie. Vous nous avez emporté. Il y a un très beau livre de Karima Lazali, qui est une psychanalyste, qui a écrit un très beau livre sur le traumatisme. Elle parle de la guerre intérieure. Très beau livre sur la guerre intérieure. Très beau livre, très beau livre. Voilà, j'arrête. J'arrête après. C'est les gens qui veulent pas s'arrêter. Juste sur la question pacifiste, je pense qu'elle est fondamentale, vous avez raison, monsieur, parce qu'en fait, c'est aussi à cause de l'histoire politique algérienne que cette dimension était importante. C'est parce que c'était un phénomène, c'était un mouvement intergénérationnel et pacifiste que l'usage de la répression était très difficile, en fait, pour les autorités algériennes. C'est parce qu'aussi on criait « Selmiya, Selmiya » et qu'on criait aussi la fraternité. Dans la première séquence, on disait beaucoup « Shab, Jaish, Khawa, Khawa ». Et moi, j'ai une anecdote justement du 8 mars à Oran. Devant la wilaya, à côté de la wilaya, il y a un quartier très populaire qui s'appelle Saint-Pierre. Et donc, il y avait tous les jeunes de Saint-Pierre, que moi je connais relativement bien, parce que c'est avec eux que je fais beaucoup des entretiens, qui étaient alignés, et il y avait une ligne de policiers. Moi, avec mon passif, non pas d'algérienne, mais de mouvements sociaux en France, quand tu as une ligne comme ça de CRS, une ligne de jeunes comme ça se frite. Et là, je me disais, bon, ça va partir, il va y avoir des lacrymos. Là, rien du tout. Et après, il y en a un jeune qui commence à scander « Yel Boulissi, Yel Darkouchouya », aux policiers riaient un peu. Et donc, tous ces mécanismes, ils ne sont pas faits pour rien. Ça veut dire, en fait, peut-être qu'eux aussi sentaient la tension de « ça peut déraper ». Et donc, le mot « Selmiya », comme il est réécrit, et les gens le redisent, par exemple, quand il y a des moments de tension dans la rue, une voiture qui veut absolument passer ces derniers vendredis, et bien les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils crient « Selmiya, Selmiya », dès qu'il y a ces moments de tension. Nous sommes obligés de conclure. Un grand merci, un grand merci pour vos interventions, vos éclairages. Un grand merci à nos trois conférenciers. Et puis on va laisser Mohamed Mebtoul retourner à Oran parce qu'il m'a dit tout à l'heure, est-ce que je vais être suffisamment tôt à Oran pour participer à la 52e marche demain. Voilà. Et donc rendez-vous le 19 mars pour une séance sur le Soudan.